T'as tellement peur du rejet et en fait tu te manges des rejets sur rejet sur rejet sur rejet. Ça m'a quand même beaucoup bouleversé. Oui, c'est des événements où même les gars ils ont joué au foot avec Neymar. Pour être très sincère avec vous, on a déjà d'autres business. Tous nos événements qui s'annulent, des gens qui commencent à te demander des remboursements, machin, t'as pas de visibilité. J'ai eu 2 moments hyper difficiles dans l'entrepreneuriat. Attends, mais comment on fait pour travailler en couple? Créer des opportunités. Moi je me souviens qu'en tant que salarié, mais avant d'aller manager des gens, j'allais coacher gratuitement. Mais hello. Hello à tous. Bon, du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans un format un peu différent. Spécial. Ouais, format spécial, puisque sur cette chaîne, on va retrouver différents formats. Et aujourd'hui, on va retrouver un format qui est un peu différent et qu'on va retrouver, je pense, plusieurs fois. On va répondre aux questions qu'on a reçues sur Instagram. On a reçu plein de questions, business, événementiel, de nos élèves ou de gens qui ne nous connaissent pas forcément. Ouais. Qui nous connaissent que sur les réseaux. Les réseaux. Et du coup, on va répondre aujourd'hui à leurs questions en toute transparence. On n'a pas préparé les réponses, donc ça va être très spontané. Mais en tout cas, on va vous partager ça. Forcément, on ne s'est pas concerté, mais il y a très probablement des choses sur lesquelles on sera j'imagine aligné. Mais effectivement, sur cette chaîne, vous allez voir du vlog, du podcast. Ce qu'on aimerait aussi, c'est peut-être en commentaire, essayer de nous dire un peu ce que vous appréciez le plus. Ouais, quel est le format que vous aimeriez voir parce que du coup, la première vidéo qu'on a postée, on a vraiment voulu faire un vlog et vous emmener avec nous dans notre quotidien un peu de tous les événements qu'on réalise, notre tour à Paris. Enfin voilà, on va vous embarquer avec nous dans notre vie d'entrepreneur, décoration, dans événementiel. Et je pense j'espère que vous allez adorer. On va tout faire pour vous donner un maximum de valeur aussi dans nos réponses à ce podcast, à ces questions. Let's go, c'est parti. Et il y a une première question qui est pas mal du tout. C'est est-ce que le fait d'avoir commencé à 2 était plus facile pour développer notre société? Le fait qu'on soit en couple plutôt que de commencer seul. Ça... c'est marrant, en plus, il y a une anecdote derrière tout ça, effectivement. Ouais. C'est marrant parce que j'ai toujours dit que j'allais jamais, je travaillerai jamais. On travaillerait jamais ensemble. Je me rappelle encore de cette phrase où tu m'as dit, de toute façon, c'est certain, on bossera jamais ensemble. J'avoue. Effectivement, comme quoi, vous voyez, dans la vie, il y a que les imbéciles qui n'échangent pas d'avis. Après, je disais ça parce qu'effectivement, concrètement, je disais plus ça en mode salarié dans la même boîte, réellement. C'est vrai que l'idée d'entreprendre dans la même boîte, je l'avais pas trop imaginé, pour être transparent, jusqu'au jour où Magali s'est révélée et s'est dit, moi aussi, j'ai envie de me lancer là dans l'entrepreneuriat. Et donc là, c'est vrai que pour le coup, en fait, c'est venu naturellement. Ouais, en fait, pour les personnes qui ne nous connaissent pas forcément, en fait, à la base, moi, en 2018, donc janvier 2018, après avoir quitté mon CDI, j'ai créé une auto-entreprise pour me lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'événementiel. Donc, pour la première fois dans l'entrepreneuriat, pour la première fois dans l'événementiel. Et j'ai créé à la base une micro pour louer des murs de fleurs pour les mariages, les anniversaires, etc. Au tout début, c'était quoi d'autre? À la base, c'était ça. Je dois dire vraiment les erreurs qu'on a fait. On a dit qu'on leur disait tout. À la base, quand je me suis lancée, je voulais être wedding planner déjà premièrement. Ouais, c'est ça. Je voulais être wedding planner. Je voulais louer des murs de fleurs et je voulais aussi louer des robes. Louer des robes, bien sûr. Et attention, pas de jugement. Grosse erreur, mais je me suis rendu compte que ça me correspondait pas du tout. Pour moi, c'était pas du tout assez scalable, que ça allait demander beaucoup trop de temps, etc. Donc j'ai vite mis l'idée de côté. Je me suis focus très rapidement sur la location des murs de fleurs. Murs de fleurs, photocall après. Ouais, parce qu'en fait, wedding planner, ça me convenait pas non plus. Non. Parce que trop chronophage pour moi. Encore une fois, il y a plein de gens qui adorent ça, mais moi, ça me convenait pas. Je me rendais compte que les gens, fallait les suivre pendant 2 ans, 1 an et demi, etc. Et en tout cas, c'était pas ma force. C'était pas ce que moi j'avais envie de faire. J'étais pas du tout alignée avec ça. Tout à fait. Et du coup, en me focalisant sur les locations des murs de fleurs. Toi, t'as vu qu'il y avait un potentiel. À la base, je viens t'aider. Hein. Oui, clairement. Voilà, clairement. À la base, je viens t'aider. Moi, je suis dans mon petit truc dans ma boîte de traitement de l'eau, qui se développe, machin et tout. Que j'avais développé depuis parce que Tariq, en fait, il avait déjà une boîte, il était déjà entrepreneur depuis très longtemps, mais en tout cas là j'ai eu une phase où je suis revenu salarié et ensuite j'ai créé ma boîte le monde du traitement de l'eau, dans les adoucisseurs d'eau, etc. Bref, et du coup au début je venais t'aider, clairement, comme un bon mari, comme les maris qui souvent travaillent gratuitement au début, comme souvent tous les maris le font, ils viennent vous aider, etc. Et gratuitement évidemment, etc. Non mais moi je le faisais pour le kiff aussi.
aussi, j'aimais bien, voilà. C'est vrai que le domaine de l'événementiel, on est très vite attiré, en final. C'est un domaine super sympa et tout. Et donc, je venais pour t'aider. Voilà. Installer. Pas directement pour installer. Non, au début, c'était plus sur le côté commercial, en fait. Parce que, on a commencé la prospection parce qu'on n'avait pas de clients. Personne ne nous connaissait. On était en 2018. On arrivait dans un secteur, mais vraiment, où on avait zéro contact, zéro réseau, pas beaucoup de budget. Voilà, pas de budget même quasiment du tout, donc en fait on avait non évidemment parce que voilà fallait pas mettre tous ces ronds là-dedans comme ça et c'est surtout que nous on avait envie de partir de zéro et c'est ça. Et d'aller chercher des clients directement parce qu'on savait qu'on pouvait créer une boîte sans spécialement mettre beaucoup d'argent. Exactement. Surtout attention, ça dépend des domaines, je te dis ça, mais en tout cas dans la décoration événementielle tu peux le faire quoi. Et donc du coup voilà, donc à la base, tu viens sur la partie commerciale, exactement, sur les rendez-vous clients, tout ce que je kiffe, tout ce que j'adore. Exactement. Moi, le domaine commercial, c'est mon dada. J'adore ça. Je pourrais en parler des heures et des jours et des semaines et des mois, des années, sans même m'arrêter parce que j'adore ça. Et donc du coup, naturellement, la voyant, évidemment, quand on démarre, on galère. On va utiliser les bons mots. C'est ça. C'était dur. C'était dur parce qu'en fait, t'as ce truc de, d'ailleurs, on en parle beaucoup avec nos élèves. Au début, pourquoi t'as pas envie d'aller chercher des clients, t'as pas envie de prospecter? Parce qu'en fait, t'as tellement peur du rejet. Et en fait, tu te manges des rejets sur rejet sur rejet sur rejet. Mais en fait, finalement, c'est aussi une force parce que ça crée aussi ta résilience et ce qui fait que t'as pas, t'es prêt à encaisser, à pas abandonner parce que tu sais qu'à un moment, il y a du résultat. Donc, du coup, Tarek, il met vachement sur la partie, prospection, rendez-vous client, voilà, pour faire les premières ventes, pour commencer à faire décoller le business. Et puis après, je pense qu'en fait, on s'attendait pas à un tel engouement et ça a pris au fur et à mesure. Naturellement, et au final. Naturellement. Et au final, après, il a commencé à venir à 30%, 40%, 50%. Ouais, c'est ça. Et puis après, on est passé en entreprise. Petit à petit, souvent, etc. En fait, tu le fais naturellement. Ouais, de toute façon, voilà. Et puis, moi, j'ai très, et souvent dans les boîtes comme ça, avec qui je me suis associé, c'était des associations familiales, pour le coup. Moi, j'ai toujours été associé en famille. Et à chaque fois, mais je te jure que c'est vrai, c'est pour venir aider. Ouais, oui. Je viens aider et je me retrouve dans leur histoire. Parce qu'en fait, je suis pris de ma passion, qui est la première passion, c'est d'entreprendre. La vérité, je vais pas vous mentir. Maintenant, c'est vrai que à chaque fois, les domaines dans lesquels je vais pour aider au début, je kiffe. Ouais, après, je trouve une passion là-dedans. Et l'événementiel, franchement, moi, je trouve ça super génial. Et c'est vrai que j'ai aussi une passion dedans. Et donc du coup au début c'était ça. Ouais, donc on a dérivé de la question qui était est-ce que c'est une force? C'est un podcast. Est-ce que c'est une force? Moi je pense que c'est une force, oui, dans le sens où en fait quand je regarde tout ce qui s'est passé ces 7 dernières années, en fait dans les moments où ça a été difficile, en fait il y en avait toujours un des deux qui rattraper un peu l'autre en disant oui non mais t'inquiète et au final donc chacun notre tour. Par exemple quand je repense au Covid, nous on avait quand le Covid est arrivé, on avait lancé notre boîte depuis 2 ans, on était en train d'exploser, on avait notre carnet qui était rempli et là on a tous nos événements qui s'annulent, des gens qui commencent à te demander des remboursements, machin, t'as pas de visibilité et en fait je pense que ça a été une force. Oui, donc pour moi c'est une force, mais je pense parce que parce qu'on a la même vision aussi des choses, parce que on a la même ambition depuis toujours, on voit les choses de la même manière, on a la même façon de gérer le business, on a la même façon aussi. Alors peut-être que des fois le fait qu'on ait aussi un peu les mêmes compétences, c'est pas une force. C'est pas une c'est pas que c'est pas une force, c'est que ça peut forcément il y a l'autre côté. Alors oui, franchement, moi je préfère de toute façon il y a beaucoup plus de côté positif que de côté négatif. Clairement. Ça c'est très clair, c'est certain. Je suis complètement d'accord. Parce que tu te supportes, parce que dans la vie de toute façon toutes les galères de la vie, de toute façon tu les traverses ensemble. Donc du coup les galères d'entrepreneuriat, la vérité à côté c'est rien du tout. Mais je pense qu'en fait cette question-là elle est faite aussi parce qu'on a beaucoup de nos élèves par exemple qui nous disent mais attends, mais comment vous faites pour travailler en couple? Ça veut dire que quand tu rentres le soir tu parles business et tout, mais en fait nous on n'a jamais eu là il y a notre côté entrepreneur, ou même quand on était salarié, où il y a le boulot et il y a la vie perso d'un côté, on ramène pas le boulot à la maison. Nous on n'a jamais fait ça. Même quand on était salarié, on était hyper impliqués dans nos boulots et on rentrait le soir, on se racontait, en plus on était un peu dans le domaine commercial, on se racontait nos chiffres, nos objectifs, on en est où, comment je peux faire et tout. Donc en fait pour nous on a toujours famille, business, encore plus aujourd'hui avec l'entrepreneuriat, notre fils, etc. En fait ça fait qu'un, c'est pas de on rentre à la maison, on parle pas de boulot et on n'a jamais, pour nous ça a toujours été comme ça. Donc en tout cas vu notre vision nous de l'entrepreneuriat, mais déjà quand on était salarié, comment on était impliqué. Voilà, pour nous c'est pas une question. Non, c'est pas une question. Et puis de toute façon, moi très sincèrement, j'ai même envie de te dire, ça renforce encore plus. Ouais, clairement. Ça renforce encore plus. Et après, en revanche, chacun un peu à sa place.
Ouais. Chacun a son rôle. Oui, tu vois ce que je veux dire je suis d'accord. On fait pas exactement les mêmes actions toute la journée. On a chacun aussi, même par exemple à Paris, même on dans a les décisions. Oui. Tu vois. Mais je parlais même sur nos journées. À Paris, par exemple, à l'agence, on est dans le même bureau, mais chacun est sur son bureau et chacun bosse sur des tâches différentes aussi. Tout à fait. Même si effectivement, ça reste dans un domaine qui est donc plutôt orienté stratégie, marketing, vente, commercial. Etc. Enfin, compta, etc. Mais c'est vrai que chacun a quand même ses tâches. Donc ça ajoute quand même. Et puis derrière, même dans les décisions, alors la plupart des décisions elles se prennent à deux. On va pas se mentir. Mais il y en a où il y a des chacun fois où, les prend de son côté. Moi, par exemple, on fait confiance à la personne. Exactement. Je sais que par exemple, moi, je suis beaucoup en relation avec les filles sur toute la partie créativité, sur les événements, sur quoi on va partir, alors, etc. Il y a des fois, on va se concerter parce que c'est des décisions importantes. Mais par exemple, il y a des fois où les filles elles vont m'envoyer une couleur de ballon, je leur dis non, franchement, je suis pas ok, ça me convient pas. Je vais pas aller voir Tariq pour dire il me fait confiance parce qu'il sait que sur la partie créativité, etc., c'est plutôt moi qui va gérer. Et toi, avec les gars, par exemple, des fois, sur une arche, je te dire non, mais attendez, les gars, c'est pas comme ça. Complètement. Ou c'est très bien comme ça et on va pas forcément se concerter parce qu'on se fait confiance. Exactement. Et ça, c'est important. Et je pense qu'il faut savoir reconnaître les forces de chacun. Ouais, clairement. Pareil, peut-être en marketing ou en vente. Bon, c'est vrai que le marketing-vente, c'est un peu notre truc. C'est un peu notre truc à tous les deux, Voilà. Bon, même en marketing, il y a des trucs. Oui, moi sur Insta, par exemple, je suis un stories, j'ai pas exactement. Insta, tu gères, machin, tu me donnes pas, voilà. Et chacun a ses tâches et on se fait confiance. Moi, sur la partie stratégie en termes d'organisation commerciale et vente, c'est pareil. Voilà. Donc, je pense qu'il faut trouver son petit. Ouais, et il faut le faire surtout si ça colle, en fait. Si ça colle. Moi, je sais que personnellement, j'aurais pas pu m'associer avec quelqu'un d'autre que Tariq. C'est clair. Franchement, clairement. Parce qu'on a la même vision des choses. Parce qu'on dit, voilà, c'est aussi. Voilà, comme on le dit, nous en vacances, ça nous est déjà arrivé. Je crois que c'était la 3e année d'être en vacances avec notre fils. On n'avait pas pris de vacances de l'année et de devoir écourter nos vacances parce que on avait un client très fidèle à nous qui voulait un événement, etc. Et à ce moment-là, on est d'accord tous les deux. Il y en a pas un des deux qui dit non mais c'est pas normal, etc. On est d'accord tous les deux parce qu'on sait que c'est pour le bien de la boîte, parce qu'on sait que derrière va en découler d'autres opportunités, etc. Et après on se rattrape autrement pour les gens qui disent oui, notre fils forcément on a dû écourter les vacances, mais après le chiffre d'affaires que tu fais aussi derrière, il te permet de pouvoir profiter aussi plus, etc. machin. Donc c'est vrai que ça, c'est des choses que on n'aurait pas pu faire. Je sais pas, je serais associée à quelqu'un d'autre de lui dire t'écourtes tes vacances. La personne aurait pu te dire non, c'est hors de question. Mon mari est pas ok, par exemple. Donc voilà. Donc c'est vrai que du coup, moi je trouve que c'est une force et personnellement, je suis certaine que je pourrais pas m'associer avec d'autres personnes que toi. C'est une vraie force, très sincèrement. Oui, c'est pas tous les jours facile. Oui, bien sûr que des fois, vous avez des frictions dans le business. Je parle bien. Vous n'êtes pas d'accord sur plein de choses, etc. Bon, ça arrive. Ça arrive. Voilà, faut essayer de gérer comme on peut. On évite nous de gérer devant l'équipe, etc. Mais voilà, comme dans un couple, quoi. J'ai envie de dire. C'est ça. Mais c'est une tuerie. Moi, j'adore. Sincèrement, parce que ça renforce. Tu vis une aventure ensemble, c'est juste incroyable. Et puis alors après, si tu peux rajouter les enfants, etc. Vous allez me dire, pour ceux qui ont jamais, qui malheureusement ont vécu une sale aventure en famille, ils vont dire, pas du tout, faut surtout pas faire ça. Alors que nous, en tout cas, aujourd'hui jusque là, voilà, on a du bois, effectivement, on a toujours eu des bonnes. Parce qu'on dit en famille, parce que dès nos débuts, quand on a commencé, les premières personnes à nous rejoindre, c'est ma petite sœur, c'est mon papa, c'est le frère de Tariq, c'est ma cousine, c'est mon cousin. Mon beau-frère, mon beau-frère, mes neveux. Enfin, c'est vrai qu'on a toujours eu la famille. C'est vrai que oui, la famille, ça reste la famille. Donc c'est difficile, évidemment. Mais alors, si vraiment, moi j'insiste sur un truc, c'est dans l'événementiel. Sincèrement, ça apporte une valeur ajoutée incroyable. Ouais, parce que c'est un domaine en fait où t'as plein de dernières minutes, t'as des choses qui sont pas prévues, tu peux pas prévoir. T'as besoin de gens engagés parce que tu peux pas te permettre d'avoir quelqu'un qui te lâche à 5h du matin le samedi matin quand tu dois aller installer un événement, alors que t'as un big événement installé. Si t'as 1-2 personnes qui commencent à pas venir, c'est chaud. Donc il faut des gens qui sont hyper engagés. Et c'est vrai que du coup, c'est ce que tu retrouves aussi beaucoup dans la famille. Donc nous, on est aussi beaucoup reconnaissants parce que ils nous ont jamais planté, même malades, même fatigués, même en nuit blanche. Problèmes, évidemment, parce qu'on est tous des êtres humains. Mais ils ont jamais planté. Pour le coup. Ouais. Grave. T'es jamais planté avec la famille. Jamais. Ils sont malades à crever, ils viennent quand même. Ils sont fatigués, tout ce que tu veux, ils viennent quand même, ils sont là et voilà. Et ça c'est le principal parce que t'as besoin d'avoir des gens engagés. Quand tu finis très tard le soir et qu'il faut enchaîner quelques heures après un peu de sommeil, revenir tôt le matin. Grave. Bon. Voilà, ça joue. Donc au début aussi beaucoup. Évidemment, au début ça joue énormément. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a un peu été loin sur cette question. Bon, là cette fois-ci à mon tour de te poser
La question perso. Alors, tu veux qu'est-ce quoi? Ouais, perso. Ouais, perso, allez. Perso. Ok. Alors, question perso. Votre plus grande fierté. Bon, si je réponds en perso, ma plus grande fierté, c'est mon fils. C'est notre fils. Évidemment. Je vais pas commencer à parler de notre fils parce que sinon je vais devoir pleurer. chialer en plein podcast. C'est notre fils, ouais, clairement, c'est notre fils et notre famille. Voilà, ma plus grande fierté. Évidemment. Perso, après dans le business, ma plus grande fierté. C'est dur C'est vrai comme qu'elle peut question. faire les deux, cette question. Ouais, c'est dur comme question. C'est dur, hein. C'est très très dur. Hein. Bah, non, je te coupe, excuse-moi. Non, mais en fait, dans le business, dans le business, je pense que c'est de tout le parcours, en fait. C'est tout le process. C'est pas forcément un objectif, un chiffre, ou un moment, ou un événement. Je pense que c'est tout ce qu'on a fait depuis le début, le fait qu'on soit parti de zéro, le fait qu'on ait rencontré des difficultés, qu'on ait eu plein d'échecs, qu'on ait autant de gens qui nous aient fait confiance, parce que maintenant, on est à plus de 1200, je crois, événements depuis le début. Voilà, c'est tous ces gens qui nous ont fait confiance alors qu'on partait de zéro. Ouais. Je pense que clairement, c'est tout le process. Autant des gens qui, ont dû quand même mettre pour eux, c'était un gros budget de nous prendre, alors que, mais ils nous faisaient confiance. On avait créé un lien avec eux, etc. Ils voulaient prendre personne d'autre. Donc autant ça que des grosses boîtes qui nous ont fait confiance, alors qu'on était encore tout petits, comme Disney, alors qu'on avait à peine un an. Disneyland Paris qui nous a rentré dans la liste de fournisseurs, de prestataires chez eux au bout de un an et demi, alors qu'on était encore tout petit, ou comme le fait d'avoir travaillé pour des plus grandes stars au monde qui peuvent se payer tous les prestataires qu'ils veulent et qui te choisissent toi. Donc en fait, c'est tout ça. Il n'y en a pas une plus grande. Au final, la plus grande, c'est tout le parcours qu'on a pu vivre, je pense. Je sais pas ce que tu en penses. C'est ça, exactement. Franchement, il n'y a pas de. Hein? Ouais, j'ai larmes aux yeux. Bah oui, on touche à de l'émotionnel là dans vos questions. Mais c'est bien. C'est bien. Alors après, je pense. Il faut vraiment que je me calme. Après, je pense effectivement que il y a pas une plus grande fierté spécialement. Ouais, c'est tout le parcours. Je suis d'accord. L'école, moi, ça m'a quand même beaucoup bouleversé. Oui, DCT School. Ouais. Je parlais de l'événementiel parce que je sais pas pourquoi j'étais axée sur DCTE, mais DCT School, oui. Mais je suis d'accord avec toi. Quand les gens te disent faire des décos pour Lionel Messi, faire des décos pour Neymar, faire des décos. Bref, je vous en cite plein d'autres comme ça. C'était effectivement une grande fierté. Mais je trouve que l'école de formation, ça a pris une dimension dans notre vie, très sincèrement. Ouais, c'est vrai. Et ça touche beaucoup à notre pourquoi. Ouais. Voilà, moi, je trouve que l'école de formation, ça a vraiment... c'est vrai. C'est difficile de choisir une plus grande fierté, mais... parce que l'impact que tu as sur les gens, il est beaucoup plus puissant. Bien sûr, mais c'est normal en fait, parce que tu touches à leur vie, tu changes un peu leur... Tu changes même beaucoup leur vie, tu vois, donc forcément. Oui, mais en fait, après, en gros, si tu résumes en 7 ans, la plus grande fierté, c'est, moi je dirais juste un mot, c'est l'impact. L'impact que tu as eu sur les gens dans la formation, sur les événements des clients qui parfois, des événements hyper importants pour eux. C'est clair. Donc voilà, je dirais que la plus grande fierté, c'est l'impact qu'on a pu avoir. Franchement, sur les gens en fait. Sur les gens, ouais. Et c'est notre pourquoi, au final. Parce qu'on a lancé ces boîtes pour ça, en fait, pour avoir de l'impact positif dans la vie des gens. Complètement, exactement. Et de voilà. Donc, effectivement, d'avoir de l'impact, ça a énormément de valeur. Ouais, donc, voilà, exactement. Donc, c'est ça, la plus grande fierté, je suis d'accord. Ouais. Voilà, c'est une petite psychanalyse, du coup. Ouais, exactement. Si c'était à refaire, création d'entreprise, donc je pense que c'est business, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Eh bien, figure-toi que je me suis déjà posé cette question-là. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire vous referez rien parce que machin, etc. Mais en fait, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'échecs derrière tout ça. Ouais. On a eu plein d'erreurs. Mais vas-y, je te laisse répondre. Mais bon, franchement, rien. Alors vous allez me dire, c'est facile de dire ça maintenant. Mais au final, c'est la question, vous me la posez maintenant. Donc oui, j'ai envie de vous dire, franchement, avec le recul, rien, parce que quand on voit tous les échecs qu'on a eus. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce qui nous a en fait permis, clairement. Et c'est pas des belles paroles que je vous envoie là pour faire le beau. Non, vraiment pas. Je vous jure que c'est vrai en fait. Non, je changerai rien. Voilà. Souvent, on s'est rendu compte aussi, c'est pour ça je pense que tu dis qu'on changerait rien, je suis d'accord avec toi. Mais encore aujourd'hui, quand t'as des couilles qui t'arrivent... en fait, tu te rends compte que dans la victoire...
c'est cool. T'apprends rien. En fait. Mais t'apprends rien en fait. Ouais, les gens ils sont contents, etc. Et du coup, tu te remets pas en question. Tu te remets pas en question. Tu dis c'est génial, on est incroyable, etc. Parce que c'est la vérité. Ton ego là qui en prend. Exactement. Faut se dire que quand t'es entrepreneur, souvent t'as un peu d'ego. Ouais. Et donc du coup, quand on te dit l'événement il était incroyable, il était parfait, souvent tu as tendance à dire c'est génial. Mais en fait, t'apprends absolument rien. Maintenant, quand on a eu des échecs dans l'événementiel, par exemple sur des événements où il s'est passé des choses qui n'étaient pas prévues, ça a été dur, etc. Et en fait, sur le coup, au moment t'accuses le coup, mais le lendemain tu digères et en fait au bout de 3, 4, 5 jours tu te dis en fait t'apprends plein de choses, tu changes. C'est comme ça qu'on a changé notre expérience client, c'est comme ça qu'on a changé plein de choses et en fait finalement même avec les salariés, avec exactement. la partie gestion financière, exactement. avec c'est vrai. Les erreurs qu'on a fait peut-être des fois sur des dossiers des facturations où au final on n'a rien gagné au début parce que on jugeait mal les coûts, et c'est comme ça aussi qu'on a appris et en fait mauvais pricing. Bref, franchement, donc tu vois, mais donc t'apprends à ce moment-là, exactement. Parce que là tu te prends une vraie claque, tu te dis putain merde là, c'est chaud quoi, j'ai perdu de l'argent ou alors voilà, j'ai choisi le mauvais client, exactement. J'ai choisi la mauvaise personne qui devait travailler avec nous parce que ça matchait pas que la personne était mauvaise, parce qu'en fait dans le recrutement c'est souvent c'est difficile parce que ça matche pas avec tout le monde. Exactement. Et comme avec les clientèles en fait. Ouais, exactement. Mais je suis d'accord parce qu'en fait si tu changes des trucs dans notre parcours, t'as pas le même parcours en fait. Parce que c'est les fois où on s'est mangé des claques, des choses où on a changé notre façon de faire, où on s'est remis en question. Et après, moi je trouve ça c'est un des points qui est hyper important. On le dit à la formation, mais vraiment c'est un point qui est hyper important. C'est quand t'es entrepreneur, il faut prendre tes responsabilités. Parce qu'en fait, au début, par exemple, sur des moments où il y a eu des problèmes, sur des événements par exemple, t'as tendance à dire non mais c'est de la faute du client, je lui avais dit, etc. Mais en fait non, tu prends la responsabilité, c'est de ta faute. Si ça s'est passé comme ça, il y a un moment, soit comme tu le dis, t'aurais pas dû choisir ce client-là parce que peut-être que t'étais pas en phase c'est pas un client avec qui tu as les mêmes valeurs, etc. Soit fallait pas choisir ce lieu-là parce que tu l'as fait dans ce lieu-là, ça s'est super mal passé avec la personne du lieu, ou il y a eu un imprévu mais tu aurais peut-être pu anticiper. Et en fait quand tu prends la responsabilité, que tu te dis attends, mais en fait si on avait anticipé ça, et là tu changes tes process, t'améliores ton expérience client, tu vas plus dans le détail, etc. Et c'est comme ça que t'avances. Donc en fait moi je pense que les échecs, si à chaque fois tu retravailles ce qui a pas matché, ce qui a pas fonctionné, et après c'est de mieux en mieux. Clairement. Donc je suis d'accord, je referais rien. Même si c'était à refaire, même si on devait tout repartir à zéro, je sais qu'il y a des moments vraiment où c'était quand même vraiment chaud, quoi. On a vécu des trucs qui étaient quand même hyper difficiles. Mais au final, ça nous a appris quand même énormément. C'est clair. Et t'es trop content de passer après. Par là, pas sur le moment. Sur le moment, non, mais après, tu dis finalement. J'ai enduré plein de choses et ça m'a appris énormément. Si je prends l'exemple par exemple du Covid, qui pour nous, si tu nous dis qu'est-ce qui a été le plus difficile sur toute votre expérience de business, c'était le Covid, parce que vraiment c'était chaud, et puis on n'avait pas de visibilité, etc. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis, sans le Covid, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Covid nous a permis, comme tout le monde, d'avoir 1 mois et demi, 2 mois à la maison, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a repensé toutes nos stratégies. En fait, on était dans le rush non-stop. Et en fait, on se rendait pas compte qu'il fallait qu'on change des choses. Et on a complètement revu notre stratégie, notre positionnement, notre pricing. On a complètement changé la valeur aussi qu'on apportait à nos clients. Et en fait, après le Covid, on est monté en gamme. On a revu notre cible client, etc. Et sans ça, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Peut-être qu'on aurait arrêté. Etc. Tu vois, donc au final, même les moments les plus difficiles, c'est là où on a le plus appris en fait. Et du coup, on a effectivement monté en gamme et tout. Donc bizarrement, pendant le Covid, on est monté en gamme. Ouais, complètement, parce qu'on a compris que les gens pouvaient le faire chez eux et tout. Donc on a été chercher une clientèle qui pouvait se permettre. Je pense que non, je referais pareil, exactement pareil. Alors évidemment, là on repart sur un nouveau projet à Dubaï, ou même quand on a d'autres nouveaux projets dans d'autres business. T'apprends, t'as appris, donc tu fais pas. T'as appris sur ton premier business, ou sur tes autres business, donc tu fais pas les mêmes erreurs. On dit à Dubaï, on repart de zéro, ce qui est vrai parce qu'on n'a pas de contact ici, pas de réseau, machin, etc. Mais en revanche, on repart avec de l'expérience, parce que l'expérience qu'on a acquise, et c'est vrai que tu gagnes du temps. C'est ce qu'on dit même en formation. En fait, tu te rends compte que tu te mets des objectifs financiers, etc. Et voilà, c'est incroyable. Moi, je me rappelle notre premier 1 million d'euros d'objectifs, c'était un truc de ouf. Mais en fait, quand tu l'atteins, ce jour-là, il se passe un truc bizarre, c'est que en fait tu crois que ça va être un truc de ouf et en fait tu te dis
bon bah c'est cool, on l'a fait. Mais je dis pas ça avec un manque de gratitude etc. Parce que j'ai énormément de gratitude pour tout ce qu'on a fait. Mais en fait, tu te dis, mais en fait, ce qui était le plus ouf, c'est tout ce qu'on a vécu, c'est les moments avec l'équipe, de galère. C'est ça qui reste en fait. C'est les moments où aussi à rire, c'est les moments où on installait de nuit dans le froid, sous la pluie, où on a vécu des moments de ouf, où on n'a pas dormi sur des bancs parce qu'il fallait attendre la désinstallation. Exactement, dormi dans le camion parce qu'on avait d'être désinstallé. C'est les moments, même l'équipe, où on a passé avec l'équipe des moments de ouf. C'est les clients trop contents. C'est des événements où même les gars, ils ont joué au foot avec Neymar. Enfin, un truc que tu peux vivre que dans l'événementiel. Tout à fait. C'est un truc de ouf. De balle avec Neymar, avec Messi, avec Verratti, etc. C'était incroyable. C'est des moments en fait. Tu t'embrouilles aussi. Ouais, tu t'embrouilles. C'est les moments où même l'équipe entre eux, ils en peuvent plus de se voir. C'est marrant, ils en peuvent plus de se voir. Ils en peuvent plus, ils s'embrouillent. Et puis après ils se rekiffent. Et puis après ils se refont des câlins et ça va mieux. Parce qu'en fait, l'événementiel, je pense que pour moi, c'est vraiment un domaine. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc c'est ça. Donc c'est le parcours. C'est tout ce que tu traverses. Ouais, c'est le process en fait qui est incroyable. Et en fait, à chaque fois, et franchement, je suis sûre, on fera de toute façon un podcast avec l'équipe et on leur demandera, mais même eux, tout ce qu'ils ont vécu, c'est un truc de ouf. Même des gens. C'est une bonne idée, ça, un podcast avec l'équipe. Ouais, dites-nous si ça, c'est des choses justement que vous voulez pas les voir. Mais non, mais parce que c'est vrai que c'est incroyable parce que tu regardes, même nous, on a quand même eu du monde, on a des salariés, etc. Et des fois, t'as des salariés qui sont partis parce que ça matchait pas. Oui, bien sûr. Mais même en partant, tu vois, ils te disent, mais ce que j'ai vécu, c'est un truc que je sais que je. Ouais, ou parce qu'ils voulaient aussi faire autre chose, etc. Mais en revanche, c'est vrai que souvent, très sincèrement, elle est ouf. Ils partent, franchement, inoubliables, quoi. Mais quand tu les revois, etc., ils redemandent toujours un peu comment que ça se passe et tout. Ils ont ce sentiment de se dire. Ouais, c'est vrai. C'était une vraie aventure. Ouais. Donc non, effectivement, moi je recommencerais exactement pareil. Sauf qu'en fait, dans la réalité, bien sûr, ce qui s'est passé et où là on en est arrivé, je ne changerai rien. Ouais. Maintenant, évidemment, quand tu repars sur un nouveau projet, tu vas pas refaire les mêmes bêtises. Ouais, c'est pas dire que tu vas refaire les mêmes bêtises, tu vas avoir le même parcours. Non, évidemment, il y a plein de choses. Il y a des erreurs qu'on va éviter, puis on va en refaire encore parce que forcément, t'en refais toujours. Tout à fait, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses. C'est pour ça que même dans notre école de formation, en fait, nous on a fait une formation en sorte que ils évitent plein de pièges dans lesquels nous on est tombés au début, mais ils vont quand même faire des erreurs et ces erreurs elles vont leur apprendre. Mais du coup ils vont gagner du temps, forcément en ne faisant pas toutes les erreurs que nous on a fait au début, comme nous aujourd'hui quand on se commence à Dubaï. Des erreurs majeures, très importantes dans le business qui te font gagner du temps. Te faire perdre beaucoup d'argent. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé cette formation, parce qu'on s'est dit à un moment donné. Les gens ils rencontrent des problèmes et tout de comment trouver des clients par exemple. Comment fixer ses prix, gros problème. Vers quel client je dois aller. Tout à fait. Comment trouver ma cible client. Ça, c'est un big problème quand même. Au début, ça galère. Voilà, comment trouver mes clients, comment je vends, comment je fixe mes prix. Après, toute la partie technique. Comment je crée des beaux décors, comment je suis créative, etc. Et tout ça, nous, on l'a appris. Dans quel produit je dois investir ou pas. Tu vois. Et ça, pour le coup, franchement, tu leur fais gagner énormément de temps et énormément d'argent. Ouais, c'est vrai. Je re-signe les yeux fermés. Comme je disais dans une story sur Insta, merci pour les roses, merci pour les épines, parce que c'est vraiment ça. On a vraiment vécu des moments aussi incroyables que difficiles, en fait. Tout à fait. Pourquoi Dubaï et pas un autre pays ? Très bonne question. Alors, je sais que ce qui vient en tête la plupart des gens, c'est pour les impôts. La monnaie. C'est pour les impôts. Donc déjà, remettons les choses au clair dès maintenant. Nos sociétés en France sont restées nos sociétés en France. Donc nos sociétés en France, on paye des impôts en France. Exactement. On a ouvert Dubaï, pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir que nous, on vient à Dubaï depuis, on s'est rendu compte là, la première fois qu'on est venu à Dubaï avec Tariq, c'était en 2011, 2012 ? Ouais. En 2011. 2011, tu crois ? 2011. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais, 2011. Donc la première fois qu'on est venu à Dubaï, c'était en 2011. Donc c'était il y a bientôt 14 ans. Ouais. Dubaï, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. En plus, on est venu en plein mois d'août, pendant le Ramadan. C'était pas prévu. Bref, on était dans un autre voyage aux Seychelles et on est revenu plus tôt. Sacré voyage aux Seychelles. Parce que il y avait un climat qui était pas fou aux Seychelles. Ouais. Et en fait, on est venu. Donc on était jeunes il y a 14 ans. On avait 23 ans. Et en fait, on a débarqué à Dubaï et là, on a kiffé, en fait, on a kiffé le service, on a kiffé le fait que ce soit une nouvelle ville, que tout soit neuf, on a kiffé énormément de choses et du coup, depuis 14 ans, on revient peut-être, je sais pas, tous les ans, tous les 2 ans quasiment, on est revenu. C'est ça, Depuis que notre fils, il est venu, on est venu tous les ans, tous les 2 ans. Des fois même, on est resté un mois et demi. Exactement. Et en fait, on a vraiment, on se sent bien, on aime la sécurité, on aime le confort, on aime le climat, on
on aime. Il y a énormément de services. points. Le service qui est moi incroyable. Moi qui adore le confort, je suis un client très confort. Ouais, moi, le service ici, je trouve ça incroyable. Quoi. Le service client, il est incroyable. T'as des gens hyper réactifs, etc. Tout est possible ici. Et les gens tout te faire livrer chez toi, à la maison. Et voilà, ça nous a permis aussi de voir grand aussi, beaucoup, de se dire que tout était possible, comme le disait Tariq. Tout à fait. Et voilà pourquoi on a choisi Dubaï. En fait, ça fait peut-être 1 an, 2 ans qu'on en parle. Et qu'on en parle un petit peu à notre fils qui a 9 ans maintenant. Ouais. Et de plus en plus, l'énergie entrepreneuriale. Exactement, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent partout. T'as des meetings, t'as des masterminds de partout. Ouais, beaucoup d'entrepreneurs qui viennent faire des masterclass, etc. Les entrepreneurs, ils se connectent beaucoup plus rapidement, plus facilement. Ouais, clairement. C'est plus facile. Cette énergie, quoi. Ouais, exactement. C'est de voir grand ici. Ouais. Et voilà, on est dans une depuis ville, qu'on est là, nos objectifs perso, on les a augmentés énormément. Exactement. Et contrairement, comme je disais, je sais que tout le monde dit oui, les Français ils vont à Dubaï pour les impôts. Il faut savoir que la vie ici est beaucoup plus chère qu'en France. Évidemment. Donc au final, je peux vous dire quand ça se complète loyers, avec les impôts. 4, hein. Exactement. On n'est pas pour vous donner un ordre d'idée. L'immobilier, voilà, c'est en tout cas, voilà, dans des coins sympas de Dubaï, c'est beaucoup. Mais voilà, pour toutes ces raisons-là et pour la sécurité de notre fils, carrément. En fait, on a qu'est-ce qui s'est passé, le déclic qu'on a eu, c'est on venait souvent, on est venu à moi, on s'est dit bon, allons visiter les écoles. Et en fait, on a été visiter une école avec notre fils où voilà, les valeurs nous ont parlé, des valeurs du développement de l'enfant, de la confiance en soi, le fait qu'il leur donne déjà des projets. Tout à fait. Ils leur apprennent un peu ce truc d'entrepreneur. Ils sont beaucoup dans le growth mindset. Développement personnel. Beaucoup de développement personnel. De développement personnel dans l'école, des petits. Donc vous vous rendez compte, développement personnel. Il leur parle d'entrepreneuriat. Bienveillance. Des projets à mener. Projets. Donc ça nous parle tout ça. Exactement. Et en fait, notre fils, il a eu un coup de cœur pour l'école, nous aussi. Et en fait, le fait de voir que notre fils, il était prêt à partir en disant, franchement, moi, je suis prêt à, voilà, l'école, elle me plaît énormément, etc. Et en fait, ça nous a fait un déclic, en fait, de savoir que lui, il était prêt à tout quitter aussi pour revenir. Et là, on s'est dit, ok, let's go, on essaye, on se donne 6 mois pour partir. Et voilà. Et aussi le fait que, on a notre équipe à Paris en qui on a énormément confiance, qui gère. Heureusement. Et voilà, et puis on retourne aussi à Paris, bien évidemment. Là, vous voyez, on part ce week-end. On a plein d'événements prévus, etc. On a des formations. Donc voilà. Donc en fait, on a des sociétés à Paris, des sociétés à Dubaï. Et Dubaï, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a choisi. Oui, carrément. Les infrastructures. Infrastructures incroyables. Vous voulez acheter une maison. Voilà, il y a voilà, tous les services qu'il y a autour de la maison, la piscine, les salles de sport, les jeux pour les enfants, la sécurité est incroyable. Ici, personne ne ferme sa porte. Nous d'ailleurs, ça fait 2 mois, notre maison elle est ouverte. À remettre la clé parce que. Mais c'est vrai que c'est une tranquillité d'esprit. C'est une tranquillité d'esprit qui est incroyable. Non. Alors oui, ça coûte plus cher. On a l'impression qu'en impôts, on en paye presque pas parce que maintenant ils commencent à mettre des impôts là sur les bénéfices. De 100 000 euros de bénéfices. À partir de 100 000 euros de bénéfices. Donc bon, oui, voilà, vous allez forcément payer des impôts, mais franchement, c'est dérisoire par rapport à la France, c'est vrai. Mais franchement, il y a pas. C'est surtout que pour moi, tu choisis pas une destination juste par rapport aux impôts. Mais c'est pas possible. Tu me dis une destination qui nous plaît pas du tout, où on se sent pas bien, mais je m'en fous. Je préfère payer des impôts et être dans une destination où je me sens bien. Et puis encore une fois, nos entreprises en France, on continue de payer les impôts en France. Ça, c'est certain. Donc voilà pourquoi Dubaï. Alors du coup, maintenant c'est à moi de te poser une question. Alors plutôt business ou plutôt perso? Perso. Ok. Alors, quel est votre parcours avant DCTE School? DCTE School, ouais, c'est vrai. En plus, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous connaissent par DCTE School. Ouais. C'est vrai. C'est marrant. Il y a aussi Dreams Come True Events qui est donc maintenant DCTE professionnel. Alors professionnel, effectivement, moi je suis du milieu commercial à la base. Milieu commercial, voilà, j'ai toujours adoré un peu le milieu commercial parce que au début, pour moi, c'était une façon de gagner beaucoup d'argent. Voilà, on va pas se mentir. C'était une façon de m'extraire un peu du milieu dans lequel j'étais né, plutôt, on va pas dire pauvreté parce que bon. Il y a des gens plus pauvres. Il y a des gens beaucoup plus pauvres que nous, évidemment, mais on va dire voilà, pas beaucoup de moyens malheureusement. Donc du coup, je voulais m'extraire de ce monde-là. Et donc du coup le seul moyen pour moi c'était de pouvoir gagner de l'argent. Pour pouvoir gagner de l'argent, je voyais un peu autour de moi les amis de mes grands frères, parce que j'ai 4 grands frères, je voyais mes tontons gagner de l'argent, je voyais des gens qui m'inspiraient comme ça, vraiment autour de moi au début, hein. Après j'étais chercher plus loin avec des Bernard Tapie, etc. Mais au début c'était vraiment autour de moi. Et du coup
À chaque fois, ce que je remarquais, la qualité qu'ils avaient, c'est qu'ils vendaient des produits. Ils vendaient des trucs, les mecs. Et je me rappelle d'un copain à mon frère qui était lui commercial dans l'automobile. Et je me souviens, c'était... En fait, à chaque fois que je sortais avec mon grand frère, il en parlait, etc. Et je sais pas, ça m'inspirait. Je me dis, putain, c'est trop bien sa vie à lui. Il était toujours bien coiffé, beau gosse et tout. Il vendait ses voitures, il racontait comment il les vendait, comment les clients lui répondaient, etc. Et je sais pas, ça m'inspirait de fou. Et en plus, il gagnait pas mal d'argent. Il avait toujours les voitures de dernier cri, il avait toujours les téléphones dernier cri, etc. Donc on voyait bien quand même qu'il gagnait sa vie. Donc étant petit, ça m'inspirait. Donc commercial, milieu commercial et ensuite entrepreneuriat, évidemment, c'est lié en fait. Ouais, jeune en plus du coup, quand est-ce que tu as créé quand est-ce que tu as commencé dans l'entrepreneuriat ? 16 ans. Ouais. 16 ans. 16 ans exactement, ouais. Dans le nettoyage industriel avec mon grand frère. Voilà. Donc, parce que lui, il voulait se lancer là-dedans. Mais encore une fois, pareil, vous voyez, il s'est lancé même là-dedans. Et je suis venu l'aider. Je venais l'aider au début. Vous savez, au début, il avait du mal parce qu'en fait, il fallait concilier, trouver des clients. La vie d'entrepreneur, voilà. Et aller faire le nettoyage chez les clients professionnels. Donc, à un moment donné, il s'est retrouvé un peu à galérer à retrouver des nouveaux clients. Je dis, attends, pour moi, c'était trop bien. C'était une opportunité de pouvoir me lancer gratuitement. Ils me payaient pas. C'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends des gens là qui ont besoin de savoir combien ils vont gagner exactement avant la fin du mois. Quand t'es entrepreneur, peut-être quand j'étais pas comme ça, c'était peut-être pas la même époque, peut-être. Moi, je pense qu'il faut garder quand même cette idée de se dire quand même, t'es pas sûr de gagner de l'argent. Quand t'es entrepreneur, mais en revanche, quand t'es entrepreneur et quand tu fais dans le milieu commercial aussi, c'est très lié. T'apprends énormément. Quand tu fais gagner de l'argent aux gens, à l'entreprise, là, il y a un truc magique qui est génial, c'est que tu peux gagner beaucoup d'argent. Et c'est ça. Et en fait, ça, je l'ai très, très, très tôt compris. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi, je vais rester dans ce milieu-là. Je vais m'acharner à apprendre à vendre toutes sortes de produits. Parce qu'en fait, quand tu sais vendre un produit, tu sais vendre tous les produits. Parce que c'est toujours les mêmes problématiques, les mêmes mécanismes. Et donc, du coup, je suis venu l'aider. Je dis, attends, tu sais quoi, on va faire un truc. Vas-y, continue, toi. À l'époque, je vous jure que c'est vrai. Limite, je pourrais lui dire de vous le confirmer. Je prenais les pages jaunes. Vous savez, les pages jaunes, c'était c'était les jeunes qui nous suivent. Faudrait qu'on mette ça ressemble à quoi, un bottin. On appelle ça le bottin. Les pages jaunes. Alors, les pages jaunes, c'était l'annuaire professionnel. Et donc du coup, j'allais chercher les salons de coiffure. J'allais chercher les agences immobilières, parce qu'ils avaient besoin de ces services de nettoyage pour nettoyer les vitres, etc. Et là, j'avais fait mon speech tout seul à 16 ans au téléphone. Tac, tac, c'était trop bien à l'époque. On avait déjà les portables, quand même. Quand même, on était en 1987, ça va. On avait déjà les téléphones qui étaient déjà avec des forfaits illimités. Je vous rappelle le Bouygues qu'on avait, etc. Bon, bref, voilà. Et donc, du coup, j'ai appelé, etc. Donc, première expérience dans l'entrepreneuriat, terrible. Terrible. Vraiment, on a grossi de fou et tout. On prenait des gars, etc. On avait une équipe et tout. Bon, après, on a eu des petits soucis de gestion, des petites conneries de gestion. Forcément, quand t'es jeune, c'est pas trop dans ce délire-là. Tu veux juste faire du fric, faire de l'argent, développer ton entreprise et t'oublies un peu aussi que y a des taxes, des impôts, etc. Donc voilà, et ça c'était une très 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 bonne expérience. Et puis ensuite, pareil, pizzeria avec le frère. Je reviens. Malgré tout, entre-temps, moi, j'ai une boîte, j'ai un travail dans le milieu commercial où je vendais du traitement de l'eau. Et à côté de ça, pareil, encore une fois, Hassan, mon frère, qui vient me demander de l'aide, etc. Ok, je viens t'aider, machin et tout, et boum, et on s'associe. Je vous jure que c'est à chaque fois, c'est ça qui est quand même. C'est quand même fou. Je viens pour aider à la base. Et je me retrouve là-dedans, fourré là-dedans, parce que, vous voyez, l'énergie entrepreneuriale me prend et je kiffe trop. Et donc, du coup, je reste avec lui pendant des années, on s'associe, machin et tout. Je vends ma bagnole. Je me rappelle, j'ai vendu ma voiture pour m'associer avec lui, parce qu'il fallait que je rachète les parts d'un autre associé. Bref. Et voilà, et ça, en fait, c'est une pizzeria qui existait déjà, qui était en déclin, ça a redécollé. Alors, franchement, on a passé de très, très, très belles années. C'était vraiment top. Et beaucoup d'expérience, pareil, recrutement, livreur, machin. Moi, je m'occupais beaucoup plus du côté marketing, comment trouver des clients, encore une fois, c'est mon dada, c'était mon truc, j'adorais ça. Et puis, après, malheureusement, on a eu quelques petits soucis, etc. Et c'est vrai que ça a beaucoup moins fonctionné. Après, pour le coup, moi, je me suis très, très focus aussi sur mon poste de salarié.
effectivement aussi. Et donc voilà. Et puis après, j'ai continué toujours dans le monde du salariat et j'ai évolué dans le monde du salariat commercial, toujours dans le milieu commercial, manager, chef des ventes, directeur des ventes. Voilà, je kiffais, je manageais, je formais, etc. D'où ma petite passion aussi de pouvoir aider à transformer les gens, parce que dans le milieu commercial, c'est pareil. Tu recrutes des gens il faut les faire monter en qui gagnent pas spécialement beaucoup déjà dans leur vie. Et là, tu vas pouvoir les aider à faire des gros salaires. Tu vois. À l'époque, moi, je recrutais des gens, ils gagnaient 1200 balles, 1000 euros, même à l'époque, le SMIC, ils gagnaient 1000 euros. Et là, nous, on les formait à vendre les produits de traitement d'eau. Et c'est des gosses qui passaient de 1000 euros à gagner 4-5 000 euros par mois, quoi. Voilà. Et donc, voilà, tout ce milieu-là, c'était vraiment top. Et puis ensuite, j'ai décidé de lancer ma société de traitement d'eau. Et puis des CTE. Et puis des CTE. Et puis des CTE School. Et puis plein d'autres business un petit peu à côté qui arrivent, etc. Mais voilà, toujours dans ce milieu-là. Bon, c'était long, hein, je sais, mais... écoute, je vois ça, mais c'était intéressant. Écoute, moi, pour mon parcours depuis avant des CTE School, alors moi, en fait, l'école, bon, on n'a pas trop parlé, mais c'est vrai que moi, Tariq n'a pas trop parlé de l'école, je vais revenir un peu sur l'école. Moi, c'est vrai que dès le lycée, je sentais pas trop... Ça, j'ai un déni avec ça. J'étais pas trop l'école, ça a jamais été trop mon truc. J'ai eu mon bac au rattrapage, je me rappelle, je l'ai fait vraiment... je l'ai fait au feeling et j'étais au rattrapage, donc bref, j'ai mon bac au rattrapage sur le fil et après j'étais un peu perdue. Donc j'ai fait quelques années de battement et puis finalement je me suis mis dans le tourisme quand on se rencontre en fait. Donc à l'époque j'ai 20 ans et je fais un BTS tourisme en alternance. Donc voilà, je suis en alternance. Je me rappelle, je gagne 535 euros par mois exactement et je kiffe. Voilà, on me donne plein de responsabilités, vraiment comme une CDI. Donc franchement, j'ai pris beaucoup confiance en moi parce qu'elles m'ont donné vraiment beaucoup de tâches. J'étais hyper impliquée et pourtant encore une fois, on revient au salaire. Je gagnais 535 euros par mois. Mais des fois, ils me disaient va pas à l'école, viens, on a besoin de toi. Bah j'y allais, j'étais trop contente, etc. Et à la fin de mon BTS, donc là je commence à vraiment me sentir bien dans le tourisme. J'ai une opportunité, j'ai un entretien. Donc je me rappellerai toujours à Paris pour un poste donc en agence de voyage, d'agent de voyage. Et pendant l'entretien, on commence à me dire. Donc moi, j'étais pas du tout du domaine commercial. Je rencontre Tariq, très vite, notre côté un peu ambitieux nous lie. Et lui, il me parle beaucoup de chiffres, machin, du fait que ton salaire, il peut être proportionnel à toute la valeur que t'apportes. Chose que moi, je ne connaissais pas. Et dans le milieu commercial, c'est ça. Exactement. Mais comme moi j'avais jamais été dans le domaine commercial, tu vois, pour moi c'était un truc de ouf, quoi. Ouais. Et donc du coup je vais à l'entretien et en fait pendant l'entretien justement ils me parlent de ça. Ils disent chez nous, voilà, il y a des objectifs à atteindre, donc tu as un salaire fixe qui est en dessous du SMIC, mais en revanche tu peux aller chercher des coms en vendant telle quantité de voyages, t'as des primes en plus quand tu vends plus cette destination qu'une autre, etc. machin. Et en fait du coup ça me... Tariq, avec qui je suis depuis un an et demi, je le vois sur ce côté-là, je me dis attends, mais moi aussi j'ai envie d'aller chercher des salaires du coup voilà, confortables, même si j'ai juste un bac plus 2, que j'ai 22 ans et donc du coup je suis prise à l'entretien. Et donc je rentre en agence de voyage chez Pro Vacances et là Tariq il me forme un peu en me disant écoute regarde c'est vrai en travaillant on faisait des sketchs de vente, tu vois la personne quand elle te demande ça voilà ce que tu peux lui dire, etc. Et donc en fait je me forme au fur et à mesure et tout, et là je me dis non mais en fait j'ai envie de tout déchirer et donc on avait des challenges, je me rappelle, par mois, à l'année, machin, et là j'explose tous les chiffres, en fait je fais des chiffres qui ont jamais été vus. C'était trop bien, j'avais des primes, machin, je commence à avoir des salaires quand même cool, tu vois, même pourtant le tourisme c'est un domaine qui paye pas beaucoup, vraiment, parce qu'il y a des très faible marge dans le tourisme. Dans le tourisme, il faut savoir que les marges sont vraiment très faibles. Mais je tombe sur mon boss, le fondateur. C'est un mec qui a bossé, qui a fait ses études à Harvard et qui a vachement ce côté américain, qui du coup redonne beaucoup à ceux qui lui rapportent de l'argent, clairement. C'est ça. Et donc du coup voilà, je commence à faire ma place, je me démarque, je me fais un peu remarquer par le boss et tout. Et du coup pareil, on me donne des responsabilités, on commence à me donner une agence à gérer, 2 agences, et puis je passe à 25 ans chef de zone, donc je gère 40 personnes dans toute la France. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur, c'est marrant, je me rappelle. Je devais gérer, je devais faire des entretiens, même de licenciement et tout. Franchement, c'était des moments qui étaient aussi des fois difficiles, mais j'apprends plein de choses. Et je reste au final 8 ans et demi dans cette boîte. 8 ans. Et quand j'ai 30 ans, je me rappelle, on part en voyage au Mexique en l'été avec Ethan. On avait déjà notre fils. Et en fait, je lis un livre. Que je vais vous mettre d'ailleurs, qui s'appelle comment tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, d'Olivier Roland. Et en fait j'ai une révélation. Donc en fait Tariq il avait déjà réouvert sa boîte, et en fait je lis ce livre pendant toutes les vacances et je me dis mais en fait, donc j'avais un très bon salaire, j'avais des responsabilités, j'avais de l'autonomie et tout, mais je me dis il me manque un truc.
Et je sais que c'est pas le salaire parce que je gagne bien ma vie. Et en fait, je me dis sincèrement, si je vais voir mon DRH aujourd'hui, je pense que je peux avoir une augmentation, mais c'est pas ce qui me fera rester. Et donc du coup, je dis à Tariq, écoute, franchement, je pense que d'ici 6 mois, je te dis au début, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, je vais voir mon DRH. Et non, même pas. Et en fait, je rentre de vacances. Et la semaine d'après, je lui dis, non, mais en fait, ça y est, je crois que j'ai eu un déclic. J'ai envie de tenter l'aventure dans l'entrepreneuriat, etc. Et donc en parallèle, ma sœur allait se marier, ma petite sœur. Et je voulais absolument lui offrir un mur de fleurs. Nous, on avait voyagé aux États-Unis, on avait vu que là-bas, il y avait beaucoup de photocalls dans les hôtels et tout. Et je dis à Tariq, ce serait bien que Sandra, pour son mariage, on lui offre un mur de fleurs, etc. Il y avait Kim Kardashian qui s'était mariée juste avant, je crois. Et on avait vu du coup un mur de fleurs de ouf. On s'est dit, mais attends, mais en France, ça, on l'a jamais vu. Et donc, on commence à faire nos recherches. On voit qu'il y a 1-2 agences qui existent à Paris, mais il n'y a pas forcément ce qu'on veut. Il n'y avait pas forcément ce qu'on cherchait. Et voilà, et en fait, du coup, l'idée, je me dis, attends, mais si Sandra a besoin, peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont besoin, en fait. Donc, je commence à faire un peu mes recherches, etc. Bref, je vais voir mon DRH, je négocie une rupture conventionnelle. Il me propose de m'augmenter tout, je dis non. Je dis non, vraiment, je sens en fait que c'est plus ça qui me drive. C'est plus l'argent, c'est pas l'argent, c'est vraiment de me dépasser, de faire quelque chose vraiment pour moi. Et voilà, et je me lance comme ça en fait, et c'est vrai que franchement, très sincèrement, encore une fois, c'est à refaire. Donc peut-être que je me suis lancée tard dans l'entrepreneuriat, j'avais 30 ans. Mais en fait, je me dis, toutes les expériences que j'avais appris avant, tout ce que j'avais appris, en fait, ça m'a énormément aidé, vraiment. Non, mais je dis tard, mais parce que je me dis, il y a des gens peut-être qui sont là, qui sont pressés. Souvent, on est pressé, on se dit, 25 ans, j'ai envie de... Mais en fait, t'apprends tellement de choses dans le salariat. Très sincèrement, moi, j'adore l'entrepreneuriat. Je me verrais pas aujourd'hui retourner salarié, mais si je devais le faire, je le ferais. Parce qu'en fait, en tant que salarié, t'en parlais un peu tout à l'heure, moi, en tant que salarié, mais j'étais impliquée, mais un truc de malade. Je veux toujours vous redemander, il y a même des anciennes collègues à moi qui ont fait notre formation. Et moi, j'étais impliquée, mais un truc de ouf. Je comptais pas mes heures. Il y avait des heures où j'étais même pas payée. Je travaillais les week-ends, j'étais en vacances, je répondais à mes équipes, je demandais où on était sur les chiffres et tout. En fait, j'ai toujours été impliquée. Et je pense qu'en fait, quand t'aimes ce que tu fais, quand t'es passionné, et même quand t'es salarié, t'es hyper impliqué. Mais complètement. Et en plus de ça, alors il y a des gens qui peuvent le faire sans être spécialement salariés. C'est vrai. Il y a des gens qui ont ça. Moi, j'ai toujours eu la vérité, sans aucune. Bref, de toute façon, il n'y a pas de. J'ai toujours aimé ça. L'entrepreneuriat, ça a toujours été mon truc. Donc c'est vrai que. Voilà. Et pour autant, j'ai fait des moments de salarié sans problème. Mais ce qui est bien, un salariat, c'est que t'apprends plein de trucs sans miser. Ni ton argent, ni ton... Tu prends pas de risques. Mais par contre, tu prends plein d'expériences. C'est ça qui est trop bien dans le salariat aussi, tu vois. Et de plus en plus aussi, tu as des plein de boîtes où tu as un peu ce côté intrapreneur. Oui, c'est ce que je te dis. Comme moi, dans la boîte, exactement, dans la boîte dans laquelle j'étais, on me laissait manager mes équipes, proposer, mettre en place des choses, etc. Et c'était trop bien parce que du coup, ça te met quand même un pied dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Et d'ailleurs, même n'attendez pas qu'on vous les donne les opportunités. Saisissez-les, créez-les, excusez-moi. Créer les opportunités. Moi, je me souviens qu'en tant que salarié, mais avant d'aller manager des gens, j'allais coacher gratuitement des gens. Gratuitement. Ça, en fait, le problème, c'est que les gens attendent d'être payés ou augmentés, tu vois, pour mettre en place les actions. En fait, c'est l'inverse. Alors que c'est l'inverse, exactement. Tu vois, exactement. Mets en place les actions. C'est comme avec les clients. Va aider tes collègues, va aider. Et là, tu vas voir que ton boss, il va dire, punaise, en plus, quand tu vas aider tes collègues, que les collègues vont avoir des résultats, il a du talent de management. Il est à l'écoute, il est machin. Montrez de quoi vous êtes capable et les gens vous paieront plus, etc. Et en plus de ça, ça t'apprend à faire plein de choses. Le salariat, faut pas croire. Une phase salariat avant l'entrepreneuriat, je trouve que c'est bien aussi. Tu vois. Après, t'en as qui sont faits pour ça et qui peuvent démarrer dès le départ et c'est très bien. En tout cas, voilà, nous, notre parcours, ça t'a plutôt été moi salarié jusqu'à 30 ans. Et à 30 ans, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'encore une fois, et donc là, ça fait 7 ans maintenant. Mais c'est surtout qu'en fait, il faut comprendre quelque chose. C'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, parce comme on disait, oui, il faut être passionné. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que déjà, nous, pendant quasiment 2 ans, on s'est pas payé. La vérité, tout ce qu'on gagnait, on l'investissait. On a préféré payer des gens avant de nous payer nous-mêmes. Clairement. On a préféré payer des gens. Exactement. Et voilà. Et donc tu le fais pas au début, tu le fais pas pour l'argent. Enfin, tout le temps, tu le fais pas pour l'argent en fait. Et bien sûr, encore une fois, c'est en fonction de la valeur que tu apportes. Bien sûr que tu gagnes de l'argent. Mais au début, quand tu te lances, tu sais qu'au début, tu peux pas te payer. Donc c'est vrai que nous, pendant 2 ans, on s'est pas payé quasiment.
On a payé des gens avant de se payer nous-mêmes, avant de pouvoir payer des CDI. Bah voilà, il a fallu qu'on ait quand même investi en matos, exactement. Ouais, on a tout réinvesti, tout ce qu'on gagnait, on le réinvestissait. Et voilà. Et du coup, je pense que voilà, encore une fois, pour revenir sur notre expérience passée, bah voilà, l'expérience qu'on a eue dans le salariat, et puis après dans l'entrepreneuriat, on en parlait il y a pas longtemps, mais en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est marrant, mais plus t'as d'expérience et moins tu fais d'erreurs du coup dans les nouvelles boîtes que tout. Mais non, mais c'est clair. Et surtout, plus t'as appris de tes erreurs en fait. Donc il faut que tu aies plein d'échecs. Ouais. Il faut avoir des échecs. Question business. Alors, qu'est-ce que je pourrais te donner comme question business? Alors, est-ce qu'il y a eu un moment particulier où tu as pensé à abandonner? Si oui, qu'est-ce qui t'a fait continuer? Franchement, pour être très sincère, j'ai eu 2 moments hyper difficiles dans l'entrepreneuriat. Le premier, c'est le Covid. Comme on disait, on n'avait aucune visibilité. Je sais pas si tu te rappelles, pas de demande on n'avait que la société d'événementiel à ce moment-là. Pas de demande d'événement, parce que les gens, ils n'arrivaient pas à se projeter. Les gens qui avaient déjà réservé, ils t'appelaient en disant, mais attendez, je peux pas faire mon événement. Comment on fait? J'ai payé un acompte, etc. Donc, moment très difficile, le Covid. Est-ce que j'ai pensé abandonner à ce moment-là? Franchement, non. Non, parce que je me disais qu'il y aurait forcément un moment une sortie. Qu'est-ce qui me fait tenir à ce moment-là? L'équipe et toi. Évidemment. Le fait qu'on soit tous les deux. Et l'équipe, on faisait des zooms, je me rappelle, avec eux, parce qu'il fallait. En fait, on se devait de les tenir engagés et motivés. Et donc, du coup, nous, on n'avait pas le droit de flancher. Parce que si on flanchait, c'était mort. Bah, c'était mort. Eux, ils nous auraient lâchés aussi, parce que rappelez-vous, pendant le Covid, tout le monde a eu un peu des remises en question de j'ai envie de changer de boulot, machin, etc. Et du coup, on pouvait pas flancher. Donc ça a été pour moi le premier moment difficile, vraiment très difficile, parce qu'en plus, c'était long. Et en plus, ce qui était difficile aussi dans le Covid, c'était que c'était en dents de scie, tu te rappelles pas? Après, bam, on pouvait refaire des événements. Donc, on reprévoyait des événements et bam, on nous interdisait les événements. Donc, en fait, ça a été franchement, psychologiquement, quand même vachement difficile. C'était très, très chaud. On vendait quand même des événements. Voilà, on vendait des événements, mais en fait, les gens ne savaient pas si ils allaient pouvoir le faire. Machin, on prenait les acomptes sous réserve et tout. C'était très dur. C'était très, très dur. Donc, voilà, le Covid, c'était vraiment le moment, je pense, le plus stressant parce que c'était long. Et il y a un deuxième moment. J'en ai jamais parlé, je crois, même en formation. Il y a un deuxième moment où vraiment j'ai craqué. Je sais pas si tu te rappelles, c'est le fameux week-end où on avait énormément d'événements. C'était en novembre-décembre 2021. Donc ça y est, une fois que les événements étaient repartis. C'était où en chaud. fait, on a beaucoup travaillé. On a énormément travaillé, mais quand je dis énormément travaillé, c'est-à-dire qu'en fait, on avait tous nos clients qui avaient les anniversaires de leurs enfants en même temps, tous nos clients fidèles. Et donc, on a fait pendant 2 semaines ou 3 semaines peut-être, je sais pas, 10 événements, mais 10 événements où on avait installation, coordination, parce qu'on restait sur l'événement de nos clients. C'était les Messi, c'était tous les clients joueurs de foot, en fait, qui avaient tous leurs enfants nés en même temps. Et en fait, on a enchaîné comme ça pendant peut-être 10 jours, mais on faisait des semaines à peut-être 90 heures. On dormait quasiment pas la nuit. Franchement, ça a été un moment très très difficile. Et en fait, dernier événement de cette série. Avant-dernier événement de cette série-là, on fait dans un lieu où la personne, elle est franchement, ça se passe très mal avec la personne qui nous reçoit. T'étais pas là. J'étais toute seule avec l'équipe. Et en fait, la personne du lieu odieuse. Embrouille et tout, c'était compliqué. Grosse embrouille, etc. Ça finit même, on racontera peut-être, je crois qu'on l'a jamais raconté, mais ça finit même en limite braquage. On avait tous les joueurs du PSG qui étaient là-haut, avec des mecs qui viennent et tout. Enfin bref, ça on vous racontera rien à voir du coup à notre histoire. Pas par rapport à nous, mais en fait c'était un moment qui était déjà difficile et il se passe ça. Et en fait, je craque. Je me rappelle, je suis à l'événement en coordination. Il y a l'équipe qui est sur place. Et en fait, je t'appelle en pleurant et je te dis, j'en peux plus. Et toi, tu me dis, pars. Et je pars, première fois de ma vie où je pars pendant une coordination, je dis à la cliente que je suis pas bien, que je dois partir et que je laisse l'équipe, bien sûr. En fait, je pars et je chiale tout le trajet retour. Et le lendemain, on avait encore un événement. Il était 22h et je savais qu'on repartait à 5h du matin. Et limite, le lendemain, on avait encore un événement pour un client fidèle. Et je me rappelle, je te dis, demain, j'y vais pas. Demain, j'y vais pas, je chiale et tout. Et en fait, le lendemain, je me réveille et puis voilà, je repars et puis je me dis que c'était un moment difficile et que ça fait partie aussi du jeu et tout. Et ce moment-là, en fait, j'ai pas voulu abandonner non plus. Mais en fait, je me suis dit, je crois qu'il faut que je prenne, je sais pas, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine pour ne plus... c'était... voilà. Donc, c'est les 2 moments, c'était pour moi les 2 moments les plus durs, franchement, en 7 ans. Vraiment. Et toi? Le Covid. Moi, le Covid, c'est vrai que c'était vraiment quand même assez dur, quand même. Franchement, on savait pas ce qu'on allait devenir et tout. Surtout beaucoup pour l'équipe, parce que de dire à ton équipe que ça s'arrête et tout, c'était quand même flippant. Et puis pour nous aussi, évidemment, parce que c'était quand même
embêtant de tout arrêter. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu avais le doute. Tu te dis, non, mais en fait, quand est-ce que ça va reprendre? On va pas pouvoir assumer comme ça pendant des mois. En fait, tout ce qui était événementiel, spectacle, etc., c'était vraiment pour nous le pire parce qu'en fait, les événements étaient interdits. Se monter la tête, les rassemblements étaient interdits. Chose qu'on fait jamais dans notre vie aujourd'hui encore. On regardait BFM Télé parce qu'en fait, on était obligé de savoir est-ce qu'il y a des news. C'est t'informer, mais sauf qu'en fait, toute la journée, tu te manges du négatif dans les oreilles. Chose qu'on ne fait plus. Je crois que depuis le Covid, on n'a plus jamais allumé les informations. Jamais allumé les infos, c'est des grosses bêtises. Et mais voilà. ouais, c'est vrai que. Le Covid aussi, donc le Covid, c'était très très chaud. Tu as pensé à abandonner? Je sais pas, tu sais, j'ai du mal moi à abandonner. La vérité, hein, surtout en entrepreneuriat. Voilà, tu me dis de faire 150 pompes à un moment donné, moi je vais te dire ok, j'arrête. Au bout de 10, j'arrête. Non mais voilà, non, dans l'entrepreneuriat, franchement, je te jure que non. La vérité, non. Mais plus comment on allait réagir face à ça en fait. Non mais c'est clair. C'est vrai que franchement, voilà, sans aucune, je vais pas jouer le mec et tout, mais ouais, j'ai du mal à me dire ouais, j'abandonne en fait. Dans l'entrepreneuriat, franchement, j'ai beaucoup de mal. Parce que je sais que c'est un jeu qui est sans fin. Ouais, c'est clair. En fait, c'est ça le truc. C'est que t'as jamais fini. Tu peux toujours recommencer. Tu vois, t'as pas ah bah ça y est, maintenant c'est fini, c'est trop tard. Ouais. Bon, à part c'était une grosse faillite ou quoi, je pense que oui, effectivement, ça peut arriver, évidemment. Je touche du bois, mais c'est vrai que en plus dans l'événementiel, tu peux toujours te c'est vrai, te renouveler. Ouais. Voilà. Mais après, tu peux avoir envie d'autre chose. Ouais. C'est différent. Ouais. Voilà, oui, changer. C'est ça. Mais d'abandonner, bon, je sais pas. Enfin. Voilà, en tout cas, c'était vraiment le. Perso. Ok. Ouais, donc en fait, c'était surtout le Covid pour nous. Exactement. Alors, à moi maintenant. C'est une question toujours business, mais j'ai une super question pour toi qu'on nous a posée. Comment définis-tu le succès en fait, la question c'est comment définissez-vous le succès dans votre domaine? Alors, dans notre domaine, particulièrement dans l'événementiel. Eh ben, déjà, premièrement, par ce que disent les clients de toi. Ouais, je suis d'accord. Parce que en fait, si tu veux, ça reflète concrètement les clients, ce qu'ils pensent de toi, ça reflète ta qualité de ton travail, ça reflète ta qualité de ta créativité, de ton service client, de l'expérience client. Complètement. Donc voilà, je dirais plus ça. Ouais. Voilà pour moi. Ouais, pour moi, il y a plusieurs facteurs. Je pense que ce que tu as dit, c'est exactement c'est un des plus importants. C'est comment les gens parlent de toi quand t'es pas là. Clairement, c'est ce que disent les clients de toi quand t'es pas là. Est-ce qu'ils te recommandent en disant ils ont une super expérience client, en plus ils sont hyper créatifs, ils sont super dispo, ou franchement c'est pas ouf, etc. Donc ça c'est hyper important. Je pense que ce qui définit aussi ton succès, c'est la qualité et la créativité que tu as, la qualité des prestats que tu fais, parce que nous on est dans un domaine quand même qui est hyper visuel, et donc du coup pour moi le succès entre guillemets c'est un grand mot, mais se définit aussi par est-ce que tu te démarques des autres, est-ce que ce que tu fais c'est hyper quali, tu vas au bout des choses. Et après, je pense qu'il y a un troisième point qui est quand même hyper important, c'est le chiffre d'affaires que tu fais et surtout la marge que tu fais. En fait, c'est plus ça même, limite, tu vois. Parce que dans l'événementiel, c'est encore plus dans l'événementiel, on parlait tout à l'heure du tourisme, mais l'événementiel, c'est un peu la même chose. Tu peux vite tomber dans des toutes petites marges. Bah oui. Si tu ne fais pas attention à tes coûts, si tu ne fais pas attention à comment tu fixes tes prix, à combien tu vends, etc. C'est ça. Surtout que sur certains produits, t'es beaucoup en revente, quoi. Ouais, clairement. Mais clairement, la marge, elle est hyper importante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le succès, aujourd'hui, des agences qui ouvrent, il y en a beaucoup. Maintenant, si c'est pour faire ça pendant 3 mois, 4 mois, casser tes prix, mais au final, dans 4 mois fermés, le succès, même aux yeux des clients, c'est cette agence-là, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ils sont toujours là en attendant. Quand je les appelle. T'as su mesurer la qualité de tes prestations. Avoir une bonne expérience client. Bien fixer tes prix, bien savoir faire tes marges. Donc, il faut avoir de très bonnes stratégies pour faire ça dans ce milieu-là. Si tu n'apprends pas ces stratégies-là, franchement, c'est quand même compliqué. Mais clairement. La vérité, on l'a vu à plusieurs reprises. Tu vois, et les gens, on voit autour de nous les gens qui n'ont pas ces bonnes stratégies, elles ferment. Ils ferment, c'est ça. Donc voilà, comment mesurer, je pense que ce serait plus ça. Ces facteurs-là, je suis d'accord. Tout à fait. Après, la satisfaction client, pour moi, ça reste quand même le plus important. Parce que oui, le chiffre d'affaires, évidemment, ça prouve aussi que ta boîte. Mais je trouve qu'il faut quand même tempérer, parce que satisfaction client, si tu as des clients satisfaits, mais juste parce que tu brades tes prix, et que du coup, tu vends des prestats à 500 € ou 600 €, alors que tu devrais les vendre 1005, pour moi, c'est incohérent. Parce qu'en fait, au final, si tu gagnes pas d'argent sur tes prestats, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas arrêter. Et au final, ces clients-là, ils auront été satisfaits sur le moment, mais en fait, dans un an ou deux, tu n'existeras plus. Donc, ils vont être déçus parce qu'ils vont dire donc au final, elle faisait des petits prix, mais en fait, elle n'existe plus, quoi. Donc, il y a aussi le côté créatif. Oui, la qualité de ce que tu fais et la créativité. Tout à fait. Complètement. Comme tu disais, c'est là où on voit comment tu te démarques ou non de la concurrence. Clairement.
Donc ça, ouais. Voilà. Ok, voilà ces critères-là, je suis d'accord. Alors, du coup, la prochaine question, c'est une question un peu plus perso. Quel est votre plus grand rêve? Acheter quelque chose, entre parenthèses, le jet de Tariq, un voyage de fou. Point d'interrogation. Mais oui, évidemment, mon jet privé, ça c'est certain. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Ouais, carrément. Bah oui, évidemment, mon jet privé, ça c'est certain. Alors, en fait, c'est marrant. Ouais, c'est marrant parce que... en fait, limite, je pense que dans un jet privé, t'es pas très... Non, mais en fait, il dit que son rêve, c'est d'acheter un jet privé, sauf qu'il a déjà peur en avion. Moi qui suis pas très à l'aise en avion, laisse-moi expliquer. J'ai peur, j'ai pas peur. Je suis pas très à l'aise dans l'avion. Et de plus en plus quand même, parce qu'on le prend de plus en plus souvent. Mais je suis sûr que dans un jet, tu sens toutes les secousses, pas possible, etc. Donc oui, en fait, c'est mon goal depuis tout petit déjà, depuis très longtemps. Parce que pour moi, le jet privé, ça veut quand même dire que t'as atteint, t'as atteint quand même une sphère financière assez intéressante. Donc c'est un peu le goal en lui-même. Donc oui, je l'achèterai. Peut-être que je l'utiliserai pas et que je le louerai. Non mais c'est vrai, c'est la vérité. Peut-être que je l'utiliserai une fois ou deux de temps en temps pour nous faire plaisir. Grand Seigneur. Mais voilà, mais en tout cas pour l'histoire du jet, elle est rigolote cette anecdote, donc j'en parle effectivement. Mais je le louerai, etc. Mais franchement, très sincèrement, plus grand rêve, tu dis? Ouais. Évidemment que j'en ai plein des rêves, j'en ai plein de fous, pas très matériel. Pour être très sincère, oui, un peu de matériel, ça fait toujours du bien, ça fait plaisir à l'ego, à soi-même. Voilà, on a l'impression qu'on a réussi quelque chose, donc c'est une récompense, c'est un cadeau, mais c'est pas un goal en soi. Moi, je suis plus dans on est de toute façon plus dans l'expérience qu'on va vivre. Moi, je kifferais faire un tour du monde, par exemple, emmener toute la famille avec nous. Louer un gros jet privé là pour le coup et nous éclater dans le monde entier. Je sais pas, partir pendant, imagine un mois, pendant un mois. Le tour du monde en un mois, ça va être chaud, mais un beau voyage. Tu fais jamais réellement tous les pays, mais voilà, un beau voyage comme ça où là par contre, villa de luxe, privée, des activités de malades, des conciergeries, des chauffeurs en veux-tu en voilà, des cuisiniers, on se met tous bien. C'est plus ça, mes goals. Encore peut-être que ça va rester du matériel. Non, c'est plus l'expérience, le moment. C'est plus l'expérience que tu vis, effectivement. C'est plus ça. Voilà. Et impacter le maximum de personnes dans toute ma vie. Je veux laisser une trace dans cette vie. En fait, c'est ça, concrètement. On a envie de laisser une trace de soi, tu vois. Ouais, exactement. On a envie de se dire, voilà, demain tu pars, tu laisses une trace. Voilà, tu laisses des choses, tu laisses un savoir-faire, tu laisses des connaissances, et t'impactes le maximum de monde possible. Parce que aujourd'hui, pour finir, après je te laisserai peut-être répondre aussi toi à cette question. Mais c'est vrai que, par exemple, dans l'école de formation, là où je suis très animé, c'est que je vois qu'il y a des gens malheureusement qui n'ont pas du tout confiance en eux. Je vois qu'il y a des gens qui hésitent et tout sur eux-mêmes. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vivent ça. Et je me dis que à travers ce domaine de l'événementiel, je vais aller beaucoup plus loin que ça et je vais leur donner peut-être beaucoup plus confiance en eux comme je peux le faire avec toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Je vais les impacter dans leur vie, je vais leur donner une autre vision de la vie, je vais leur donner des connaissances différentes et voilà pourquoi je fais donc mon vrai rêve c'est ça en fait, c'est d'impacter le maximum et faire un tour du monde. Voilà, à ton tour. La question donc c'était acheter quelque chose ou votre plus grand rêve. C'est vrai que moi à la base je pensais être quelqu'un d'assez matérialiste dans le sens où quand j'avais pas le moyen de me payer des choses, et ben pour moi c'était un rêve ultime. Par exemple, voilà, des sacs, machin, etc. Aujourd'hui, je vois plus du tout les choses de la même manière. Ouais, c'est ça. Alors, par exemple, il y avait des goals. Moi, je trouve que c'est un peu par étapes. Mais par exemple, nous, quand on était jeunes, dès qu'on a commencé à travailler, à gagner un peu d'argent dans notre domaine commercial, quand on vous disait, et ben, on se disait toujours, on passait, je me rappelle, on voyageait quand même pas mal aux États-Unis, nos vacances et tout. Et on passait par la business class pour aller en éco. Ouais. Et en fait, on voyait ces gens-là, on se disait, ah, putain, mais un jour, ce sera nous, un jour, ce sera nous, un jour, ce sera nous. C'est vrai. Et par contre, aujourd'hui, le fait qu'on voyage en business class maintenant depuis plusieurs années, ça, tu vois, pour moi, c'est un truc dont je rêvais dans le sens où, du coup, les voyages sont hyper confortables, tu gagnes du temps à l'aéroport, voilà, tu kiffes, etc. Donc ça, tu vois, ça, c'était un de mes goals un peu. Moi, je suis très contente de le faire, mais en fait, au-delà de ça,
Bah en fait, comme disait Tariq, moi c'est plus les expériences déjà premièrement. C'est ça. Aujourd'hui, moi je préfère, comme tu disais, je sais pas, pouvoir emmener toute notre famille, faire un voyage de malade, ou même les faire venir à Dubaï pendant, je sais pas, 10 jours, vivre des moments de ouf. Et c'est plus ça qui m'anime que. En fait, moi il y a deux choses. Mon plus grand. En fait, moi depuis quand même petite, j'ai toujours voulu un peu être riche, gagner de l'argent, mais je savais pas trop comment, pourquoi, etc. En fait, pour offrir du coup à ma famille, à mes proches, des moments peut-être qu'ils pourraient pas se payer. Donc ça, c'est le premier objectif. Vraiment, plus que m'acheter des choses, c'est vraiment ça, vivre avec eux des moments incroyables. Et la deuxième chose, moi, que j'aimerais faire très rapidement, même si on le fait déjà par des petites actions, c'est vraiment faire un voyage humanitaire, emmener notre fils pendant pareil, peut-être 1 mois. Dans des pays vraiment qui ont besoin et au-delà de juste donner de l'argent, participer, contribuer, les aider, aller voir les enfants, etc. Et en fait, pour moi, ça c'est plus un rêve que de dépenser des dizaines de milliers d'euros dans des sacs à main, etc. Mais en fait, je comprends la question. C'est qu'en fait, quand tu démarres, c'est ça qui te drive. Oui, tu te dis oui, il en faut. Bien sûr. Franchement. Donnez-vous des petits. Ça peut être une voiture, étapes, ça peut être un voyage, etc. Un sac à main. Allez-y, il n'y a pas de tabou. Exactement. Vraiment, non, parce que nous, bien sûr qu'au début, comme on disait, on l'a fait. T'as besoin on l'a fait aussi. C'était aussi un driver. C'était l'argent dans le sens où, surtout quand tu viens de famille où t'as pas grandi dans où t'as manqué, où t'as jamais voyagé, etc. Et bien sûr que c'est un goal. Mais je pense qu'en fait après tu vois peut-être les choses différemment dans le sens où en fait... Et bien, il y a une chose qui est importante, on en parle souvent tous les deux, c'est la liberté. Oui, clairement. C'est ça le goal ultime. Le vrai goal, c'est ça. En fait, l'argent, c'est juste un outil qui t'amène vers la liberté. La liberté de faire ce que tu veux quand tu as envie, d'être avec qui tu veux, de travailler avec qui tu veux. Parce qu'il y a aussi ça qui est hyper important, c'est de pouvoir choisir tes clients, choisir avec qui tu travailles, choisir tes fournisseurs, choisir tes équipes, choisir de travailler où tu veux, quand tu veux, etc. Et en fait, nous, je pense que notre goal ultime, c'est vraiment la liberté de faire ce qu'on veut quand on a envie. Et ça vaut tout l'argent du monde. Une fois que tu as cette liberté de pouvoir travailler quand tu veux, où tu veux, et ben en fait le matériel, en tout cas nous après peut-être qu'on est comme ça, peut-être qu'il y a des gens c'est un goal ultime. Et en plus je vous dis ça alors que moi mon goal ultime par exemple ça a toujours été de m'acheter un sac Chanel. Et plus les années passent, plus je voyais que le sac Chanel il devenait de plus en plus cher. Je crois qu'il doit être à 12 ou 13 000 euros maintenant le sac Chanel. Et en fait maintenant avec le recul, je me dis en fait ce sac Chanel là je le veux juste pour du statut. Parce qu'en fait, faut se dire la vérité, quand t'achètes un sac Chanel, t'achètes juste du statut. Et je me dis, en fait, ça veut dire, c'est juste pour montrer aux gens que je suis en capacité de m'acheter un sac à 13 000 euros. Et en fait, du coup, je me dis que ça correspond plus à mes valeurs. Donc en fait, je vais passer pour une folle parce que ça fait des années que je dis, je rêve de m'acheter un sac Chanel. Et lui, il voyait pas la valeur, il me disait, mais attends, mais 10 000 balles pour un sac, c'est un truc de ouf. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, en 2025 bientôt, je me dis, tu as 13 000 euros, mais je préfère 1000 fois les mettre dans autre chose, les donner à des gens qui ont besoin, offrir à ma famille un moment incroyable, etc. Quand même, donner. Non mais voilà, mais pour te dire qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte que... mais faire kiffer en famille, par exemple, ça c'est... exactement. Plutôt que de juste... D'ailleurs, nous, en fait, limite, on met plus d'argent dans aller faire des trucs ensemble et tout. La plus grosse partie de nos dépenses, même pour nos équipes... Pas plus, mais franchement, c'est du skiff. Même pour nos équipes, le budget qu'on met, c'est tout le temps pour des moments, des sorties, des voyages, des moments, en fait. C'est ça qui nous fait kiffer. Et voilà. Et après, je pense qu'après, tu changes aussi beaucoup. Et peut-être qu'un jour, j'achèterai un sac Chanel, mais aujourd'hui, en tout cas, je le vois plus comme du statut et je me dis, c'est juste pour dire que t'appartiens à un truc, juste pour prouver. Et alors qu'aujourd'hui, je pense que j'ai plus besoin et en tout cas plus envie d'avoir à prouver. Et je peux trouver un sac chez H&M très beau que je vais payer 29,90 € et qui m'ira très bien. Maintenant, j'ai aussi des sacs de luxe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moins... c'est moins peut-être un goal. Mais au début, tu l'as et c'est normal. C'est ce qui te drive en fait. Je te dis, moi je vois, il y a plein d'élèves et je suis trop contente qui peuvent payer leur premier voyage au Mexique, aux États-Unis parce qu'elles ont fait assez de chiffre d'affaires, elles ont réussi à se dégager assez de bénéfices et de salaires. Et c'est trop bien. Donc au début, bien sûr que tu l'as, mais aujourd'hui en tout cas, moi c'est moins matériel. C'est vrai. Moi c'est très liberté. Oui, grande maison, très belle voiture, etc. Oui, pourquoi pas, effectivement. Mais si ce serait au détriment de ma liberté, je dirais non. Parce que moi, je préfère d'abord la liberté. Tu vois ? Ouais, clairement. La liberté de vivre où je veux, quand je veux. Voyager quand je veux, où je veux. Je suis pas bloqué par ceci ou cela. Ça, c'est vraiment mon vrai goal, vraiment le plus sincère. Donc voilà, notre goal ultime, c'est ça. Alors, d'après toi, à quel moment sentir qu'il faut lâcher son salariat ?
Je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. La première, c'est d'être animé, un peu comme je l'expliquais tout à l'heure, par moi, le fait que je sente, mais vraiment viscéralement, que j'avais besoin, que j'avais envie de le faire. Maintenant, nous, ce qu'on conseille à nos élèves souvent, c'est d'ouvrir ta micro, tu peux ouvrir une petite entreprise à côté de ton boulot, commencer à développer un peu ton business, machin, etc. Et ensuite, une fois que tu vois que tu arrives à dégager 2-3 fois le salaire que tu te faisais, et ben là, tu peux quitter ton salariat. Donc moi, je le vois plus comme ça. Maintenant, en France, c'est vrai que la chance qu'on a, faut pas se mentir, c'est que tu peux. En plus, maintenant, tu as même les démissions pour création d'entreprise. Donc, vous pouvez vous renseigner auprès de Pôle Emploi avec un projet monté. Je sais que nous, on a plein d'élèves de la formation qui l'ont fait, qui sont venus se former chez nous et qui ont créé un projet auprès de Pôle Emploi pour expliquer qu'ils allaient créer leur entreprise, etc. Il y a un sens. Il faut juste faire gaffe au bien sens. Sûr. Et du coup, c'est de commencer par déjà le Pôle Emploi. C'est plus Pôle Emploi, en plus maintenant ça s'appelle France Travail, je crois. France Travail. Nous on a l'ancienne. France Travail et ensuite tu passes par ton. Voilà. Et du coup, ça te permet en fait d'avoir un matelas financier pour te lancer et d'avoir quand même de quoi voir venir pendant 18 mois ou 2 ans, je crois, max. Mais en tout cas, déjà de tester à côté. Parce qu'en fait, c'est vrai que si je prends le domaine par exemple de l'événementiel, nous on a des gens qui se forment chez nous beaucoup de l'événementiel, mais on a aussi d'autres secteurs. Mais c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les gens veulent se lancer parce qu'ils sont passionnés par la décoration, par exemple, dans l'événementiel. Mais sauf que ce qu'il faut pas oublier derrière, c'est que la décoration, c'est incroyable, c'est génial, moi j'adore ça. Mais derrière, tu vas être entrepreneur. Donc derrière, il faut être en capacité de vendre tes prestats, de savoir fixer tes prix, de faire des marges, etc. Donc en fait, il faut te lancer pour te rendre compte aussi de tout ça. C'est aussi pour ça que notre formation, elle sert aussi beaucoup à ça, à t'aider à anticiper un peu tout ça. Mais du coup, tu peux pas te dire moi je quitte tout de toute façon sans rien et puis je vais trouver des clients du jour au lendemain. Il faut aussi du temps, il faut aussi être patient, il faut mettre plein d'actions en place, etc. Donc moi, je dirais le faire à côté. Et attendre d'avoir atteint au moins 2 voire 3 fois ton salaire d'aujourd'hui. Et peut-être même, au moins, on va dire au moins 2 fois ton salaire sur 6 mois. Tu vois. Une fois que tu vois que c'est bien récurrent. Sur la récurrence, quoi. Ça, c'est important. Et à ce moment-là, tu vas le sentir. Voilà, tu le sens à un moment donné que ça y est, bon, c'est lancé. Après, il y a peut-être une prise de risque, hein, bien c'est sûr. certain. Après, nous, on en a certaines, ça me fait rire parce que je pense à des élèves à nous qui ont ce que j'appelle brûler le bateau, qui, je pense à Daphné, par exemple, qui est venue faire se former chez nous en 2022, je me rappelle, en octobre 2022. Et elle était salariée et elle faisait ça à côté déjà depuis 1 an ou 2. Et ce qu'elle me disait, mais moi, j'ai mon poste de salarié, donc je peux pas quitter tout comme ça, etc. Donc, pareil, on lui avait dit, écoute, une fois que tu fais tant de chiffre d'affaires. Et 2 semaines après, qui nous envoie un message en nous disant, j'ai tout. Mais alors, elle a démissionné, sans rien, elle a brûlé le bateau. Elle s'est dit, il y a pas moyen maintenant, je dois en vivre. Et voilà. Donc des fois c'est vrai qu'aussi, mais ça dépend des personnalités. Ça dépend des personnalités. Et puis elle était déjà quand même lancée, elle savait qu'elle avait déjà une récurrence en termes de chiffre d'affaires, etc. Et elle a fait que d'exploser après la formation, donc du coup, ça y est, elle savait qu'elle pouvait se verser. Mais pour les gens un peu plus posés, moi le vrai conseil, ce serait plus effectivement de commencer à côté. Voilà, vous faites un x2. Si vous arrivez, je sais pas, si vous gagnez 2 000 € et que vous arrivez à vous sortir 4 000 € pendant 6 mois. C'est que c'est bien. Ou même déjà, vous savez, même votre salaire, 2 000 € net pendant 6 ou 8 mois, déjà, ça vous donne quand même une perspective, quoi. Parfait. Bon, on va arriver sur les dernières questions. Du coup, une des dernières questions que j'ai, c'est pensez-vous vous réorienter dans un autre business plus tard ? Pour être très sincère avec vous, on a déjà d'autres business, en fait. C'est vrai qu'on met forcément en avant la décoration événementielle. On a déjà, et les formations, évidemment. Décoration événementielle et formations, mais on a déjà d'autres business en ligne, par exemple. Des boutiques en ligne, des choses comme ça. Est-ce qu'on va se réorienter vers encore d'autres business ? Oui. Alors ça, c'est certain même. Je ne vais pas m'arrêter là, on ne va pas s'arrêter là. Non, évidemment. Pour avoir un jet privé, il faut quand même y aller. Donc, évidemment, bien sûr, plein de projets en tête. Beaucoup de passages à l'action qui doivent se faire là en 2025. Plein de beaux projets. Donc, oui, concrètement, pour moi, en tout cas, oui, il y a un grand oui. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Oui, évidemment, je réponds la même chose parce que forcément, on a les mêmes projets. Oui, en fait, c'est vrai qu'on le dit souvent, mais on est passionné d'événementiel, mais en fait, on est passionné d'entrepreneuriat parce que la formation, comme on vous le disait, l'école de formation nous passionne tout autant que l'événementiel, dans le sens où, en fait, ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'avoir un impact sur la vie des gens. Et donc, du coup, on cherche, en fait, comment on va pouvoir créer de nouveaux business qui vont pouvoir aider les gens ou leur apporter un produit qui les aidera dans leur vie, etc.
cas. Donc oui, nous on adore. Et en plus, je pense très sincèrement, et là encore une fois, je pense que c'est aussi un des points qu'on a en commun, c'est que notre grande passion, ce qu'on adore, c'est vraiment lancer c'est aussi pour ça qu'on a ouvert l'agence ici. C'est qu'en fait, on adore repartir de zéro et se dire, est-ce qu'on est capable de, dans ce business-là, réussir? Est-ce qu'on est capable de... À un moment donné, je pense que moi, en tout cas pour moi, c'est peut-être pas le bon mot de dire je m'ennuie. Peut-être que c'est le bon. Mais c'est pas que je m'ennuie, c'est que j'ai fait un peu le tour des fois. Et j'ai besoin de relancer un nouveau truc, restructurer quand je dis le truc, le nouveau business, remettre une équipe qui nous remplace et après repartir sur le business, ouais. Moi, je kiffe ça. La vérité, c'est pas, peut-être que c'est pas ton cas, mais après, moi, j'adore les nouveaux projets. Mais après, peut-être que moi, je suis plus, je suis aussi passionnée par les nouveaux projets dans la boîte qu'on a déjà ouverte. Toi, t'aimes bien quand même recréer des boîtes souvent avec des nouvelles. C'est vrai. Moi, les nouveaux projets dans les boîtes, ça me passionne aussi. Mais c'est vrai qu'on aime bien le nouveau, quoi. On n'aime pas faire tout le temps la même chose. Si, quand même, les nouveaux produits, les nouveaux projets. Si, moi, j'aime bien quand même développer, c'est certain. Mais t'as vu, à un certain moment donné, un certain chiffre d'affaires. Après voilà, c'est ma façon de. Mais c'est vrai que ça c'est mon petit truc à moi. Là. Je sais pas, c'est comme ça. Et j'aime bien effectivement repartir sur un nouveau projet, mais ça veut pas dire que je délaisse complètement l'autre projet. En prenant en maturité, en grandissant, etc. On se dit qu'effectivement, tu mets une équipe en place, faut quand même être là, faut quand même suivre comment que ça fonctionne, etc. Évidemment. Donc voilà, mais des nouveaux projets, oui, comme tu le dis, moi mon kiff c'est d'entreprendre. Alors faut que j'ai une petite affinité quand même sur le produit, mais franchement je remarque, si je viens t'aider et que je kiffe le produit, je peux vite être tenté de rester. Personnellement, ça. Ouais. Non mais c'est très sérieux quoi, tu vois, mais t'as vu, en fait c'est ça ma vie concrètement. C'est vrai. Donc oui, après je suis passionné par évidemment le domaine parce que du coup je me trouve une passion. Donc oui, il faut quand même que j'ai une appétence au produit, hein. Attention. Parce que sinon, à un moment donné, si c'est un produit qui me correspond pas, par exemple, que je trouve soit ridicule, qui apporte pas trop de bienfaits au client, qui change pas la vie du client, mais pareil, il faut qu'il y ait une belle expérience client derrière, parce que sinon, moi, j'aime pas. S'il n'y a pas une belle expérience client, je trouve ça un peu, ça m'ennuie. C'est pas éthique. C'est pas éthique. Et du coup, vous voyez comme quoi, même quand vous avez des compétences et des qualités de vendeur, vous pouvez tout vendre facilement. La vérité, quand vous apprenez à bien vendre, vous pouvez tout vendre, tout n'importe quel produit, etc. Mais moi, j'ai un blocage sur le fait que si le produit n'apporte pas une bonne expérience client, n'apporte pas du bienfait à mon client, il y trouve pas son compte, et à un moment donné, j'arrive plus à le vendre. J'arrive plus à le vendre, c'est personnel parce que je pourrais me forcer parce que j'ai des compétences, mais franchement, personnellement, je n'y arrive plus parce que je trouve ça pas éthique. Donc oui, effectivement, il faut aussi qu'il y ait un bon produit, un bon produit et une bonne expérience client. Exactement. Bon, du coup, on va faire la dernière question parce que là, déjà, on a beaucoup parlé. On va terminer par la dernière question. Je crois qu'on n'aura pas répondu à toutes les questions. Il y a certaines questions auxquelles je répondrai du coup sur Instagram et on réouvrira une FAQ pour que vous puissiez nous poser d'autres questions pour le prochain. Totalement. Exactement. Alors, quelle est la dernière question ? La dernière question, elle est très simple. Hein, je l'ai lue. Hein. C'est une question personnelle. Ouais. Et la question, c'est êtes-vous heureux ? C'est une bonne question. Très belle question. Très bonne question. Bon, après, le bonheur, et le fait d'être heureux, c'est très, très, très... tout le monde n'a pas la même définition du bonheur et tout le monde n'a pas la même définition d'être heureux. Oui, moi, je suis très, 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 très heureuse. Si je devais répondre, en fait, moi, je mesure le bonheur. Encore une fois, c'est très personnel et je pense que chacun le mesure différemment. Moi, je mesure le bonheur en me disant, il faut que chaque jour, dans la journée, à un moment, je sois heureuse. Parce qu'on peut pas être heureux toute la journée, tous les jours, etc. Et bien sûr qu'évidemment, il y a des moments où c'est plus difficile, etc. Mais j'essaye de me dire, il y a toujours un moment dans la journée où je suis heureuse. Je suis heureuse parce que j'ai aussi beaucoup de gratitude et je pense que ça joue énormément. Tous les jours, moi, je me dis que voilà, on a une vie incroyable, qu'on a beaucoup, beaucoup de chance. Quand je dis de la chance, c'est que oui, il y a des gens qui ont beaucoup moins de chance que nous, même si on a mis beaucoup de choses en place pour en être là aujourd'hui. Mais on a de la chance d'avoir la famille qu'on a, d'être en bonne santé, d'être dans un pays libre, de pouvoir voyager où on veut. Et je suis hyper reconnaissante pour ça. Et en fait, quand je me dis des fois, il y a des moments, parce qu'en fait, l'être humain, on a plutôt ce truc à se dire.
on regarde tout le temps ce qu'on n'a pas plutôt que d'être satisfait de ce qu'on a. Et ben je me dis des fois, voilà, est-ce que la Magali de 12 ans, elle aurait aimé avoir la vie qu'elle a? Et je me dis que j'ai encore mieux que ce que j'aurais rêvé. Donc du coup, je vais finir en chialant, mais voilà. Comme d'hab. Donc oui, je suis très très heureuse. Ouais. Ok, parfait. Et toi, du coup il fait genre, alors qu'en fait, je suis là de chialer. Non, pas du tout. Mais ça va pas, quoi. Est-ce que je suis heureux? Bien évidemment que je suis heureux. Je suis très, très, très heureux de la vie que je mène. Dieu merci. Comme tu l'as si bien dit, effectivement, le petit Tariq de 10 ans, je serais ravi de voir un peu toute l'évolution. Donc, où on en est aujourd'hui. Donc, non, franchement, très, très heureux. Donc voilà, mais après, oui, effectivement, je pense que le bonheur, en fait, le bonheur, en fait, dans tout ce que tu as dit, au final, le bonheur, c'est toi qui choisis d'être heureux ou pas. Donc, c'est toi qui te le fais, le bonheur. Tu vois, c'est comment tu vois la vie, c'est comment tu vois, comment tu poses ton regard sur tout ce que tu as de bien au quotidien. Donc, la gratitude, tous les jours, moi, j'ai énormément de gratitude pour tout ce que j'ai dans ma vie. Donc, rien qu'avec ça, je suis heureux. Bonne santé, famille, libre. Mais après c'est surtout qu'en fait, je pense que juste pour finir, je pense que être heureux et avoir de la gratitude, c'est pas ne pas avoir de problème, parce que c'est vrai que souvent nous les gens vont nous dire ouais bah vous êtes tout le temps de bonne humeur, vous êtes tout le temps ceci, etc. Limite ils ont l'impression qu'on n'a pas de problème, alors qu'en fait on a 1 milliard de problèmes, dans le sens où bien sûr on a plein de trucs à gérer. Évidemment. On a des choses qui se passent pas comme c'était prévu, on a des fois des litiges avec des choses qui se passent mal, etc. Et puis plus je pense que ta société grandit, plus t'as de société, plus t'as de problèmes, clairement. Mais je pense que c'est juste qu'on sait faire la part des choses entre se dire que, en fait, la vie, c'est pas ne pas avoir de problème. Le bonheur, c'est pas ne pas avoir de problème. C'est juste savoir les surmonter, se dire que derrière, souvent, en plus, à chaque fois qu'on a, au final, quand tu regardes quelque chose qui nous arrive, il y a toujours un cadeau, entre guillemets, derrière. On apprend toujours des choses. Donc, au final, souvent, à part les choses très graves de la vie, mais voilà, et Dieu merci, on en est préservé. Mais voilà, c'est pas les petits aléas qui t'arrivent dans ta vie qui vont faire. Voilà, tu te réveilles le matin, ta machine à laver, elle marche pas, bah c'est pas grave, en fait. Ça va bien se passer. Et en fait, juste, on essaie de se dire chaque jour, il faut pas attendre d'avoir un drame dans sa vie pour avoir de la gratitude, en fait. Mais c'est vrai que souvent, ce que tu dis là, tu touches un bon point, c'est qu'effectivement, le problème, c'est que les gens ne sont pas heureux très souvent parce que la machine à laver, elle fonctionne pas le matin. Et cumulé à une petite tache sur le vêtement, le t-shirt, et cumulé à la personne qui lui a bloqué la route sur la route, etc. Ça c'est des aléas de la vie, c'est des broutilles de la journée, et c'est pas ça qui va déterminer ta journée, ton bonheur, en fait. Tout à fait, totalement. Moi je pense que chaque matin tu choisis d'être heureux. Encore une fois, je parle pas de personnes qui vraiment vivent des drames, etc. Je parle qu'à partir du moment où tu as un toit sur la tête, que tu es en bonne santé, que tu as même une personne autour de toi qui t'aime et pour qui tu comptes, et ben en fait t'es obligé, juste un privilégié, exactement, de te dire que tu as énormément de chance par rapport à après, de toute façon, tu pourras jamais attirer plus. Si t'es pas déjà en gratitude de ce que tu as déjà. Exactement. Ça c'est vrai, hein. Je vous le dis. Et on est toujours en train de regarder, l'herbe est plus verte ailleurs. Ça je l'ai pas. Tiens, j'ai toujours rêvé de cette maison-là, mais au final je vois que j'ai des voisins qui ont des plus grosses maisons et je regarde les autres maisons. Alors oui, ça inspire, c'est ce qu'on en parlait, parce que ça nous est arrivé. Ça inspire évidemment quand tu vois les grosses baraques, tu dis putain, à côté ma maison en fait elle est petite, elle est un peu plus petite. Mais oui, ça t'inspire évidemment. Mais d'abord tu dois être très heureux de ce que tu as, tu dois être trop content, et ça on en parlait il y a 2 jours, donc c'est pour ça. Et c'est vrai que nous on est trop heureux de la vie qu'on mène aujourd'hui. Alors peut-être que vous allez me dire c'est facile, et je peux vous jurer que non, parce que moi même dans mon HLM dans mes lits superposés avec mes 4 frères dedans, je peux vous dire que c'était pas tout beau tout rose, mais pourtant on était grave heureux, quoi. On kiffait notre life. Parce que je disais à notre fils,
De ouf. Et on en parlait parce que c'est marrant parce qu'on parlait des voyages, etc. On demandait est-ce que vous avez un voyage de rêve et tout. Moi, toute ma jeunesse, jusqu'à mes 18 ans, 19 ans, mes seules vacances avec mes parents, c'était dans notre Renault 11 pour aller au Portugal. On faisait 17 heures de route. Mes sœurs, on était toutes les trois les unes sur les autres avec le chien. Et on dormait dans la voiture, etc. Et on allait chez mes grands-parents dans notre village. On se baignait dans la rivière à 12 degrés. Et on a passé des vacances incroyables. C'était pas l'hôtel 5 étoiles, c'était une maison sympa. Mais voilà, et pourtant, tu vois, dans le village, dans les montagnes, et pourtant on passait des vacances extraordinaires et comme on disait à notre fils, on veut aussi que lui il vive des moments comme ça parce qu'on était aussi hyper heureux. Et encore une fois, pour moi l'argent c'est pas en fait et pour finir sur ça, je pense que je dirais que l'argent, il y a plein de gens qui disent oui l'argent fait pas le bonheur, etc. mais en fait c'est faux, tu peux aussi être heureux et avoir de l'argent comme tu peux avoir parce qu'en fait l'argent c'est juste un amplificateur, et je pense que si t'es déjà quelqu'un de heureux, qui a de la gratitude, qui est généreux, etc., et ben plus tu vas avoir d'argent et plus tu vas l'être. Et si t'es une personne qui de base est pas une bonne personne, et ben l'argent va faire qu'amplifier tout ça, et tu vas prendre les gens de haut. Exactement. Tu vas être mauvais, tu vas prendre tu vas manquer de respect aux gens, etc. en te pensant supérieur, et donc c'est pas en fait il faut arrêter de dire en gros limite faut choisir entre l'argent et le bonheur. En fait tu peux aussi avoir les deux, et tu peux aussi être très heureux sans argent et être très à l'aise avec ça. Nous on a toujours eu des grands objectifs parce que ça fait aussi partie de notre histoire, etc. de vouloir gagner de l'argent pour tout l'impact qu'on veut aussi avoir, mais ça amplifie ton bonheur, bien évidemment. Mais on était aussi très heureux sans argent. Et quand on s'est rencontrés, on avait 20 ans. Je retrouvais les premières photos du premier appartement qu'on a pris à Châtenay. C'était déjà un super appart. Parce qu'on se donnait les moyens déjà à l'époque. Mais on avait 23-24 ans. Et je me rappelle, j'ai retrouvé une photo parce qu'en fait, je sais pas si tu te rappelles, on avait mis quasiment aucune déco. On avait mis le truc de la Freebox sur un petit tabouret en bas de la télé, etc. Et voilà. Et là où bossait beaucoup aussi. On n'avait pas le temps. On n'avait pas exactement. Et voilà. Et nous, en tout cas, oui. Mais en tout cas, et je me dis, on était aussi hyper heureux, quoi. Mais grave. Donc, mais grave. Et bien sûr. Non, c'est clair. Voilà. Et puis, effectivement, pour revenir à l'argent et le bonheur, bien sûr que ça amplifie le bonheur. Moi, je pense quand même que ça y joue, évidemment. Mais en fait, c'est une recette de gratitude, d'être heureux pour ce que vous avez déjà. Et après, vous pouvez avoir plus. Mais c'est pas l'inverse, en fait. Voilà. Et pour moi, voilà. Donc, effectivement, pour finir de répondre à cette question, on est heureux, on est trop heureux, grâce à Dieu. Et puis, je pense que ça se cultive, ça s'entretient aussi, le bonheur. Faut vous rappeler chaque jour la chance que vous avez. Et vous allez voir, vous allez recevoir beaucoup plus. Moi, je reste persuadé que ça, c'est une vérité. Plus je serai heureux de ce que j'ai aujourd'hui, plus on me donnera plus. Voilà. Parce qu'on reste que des êtres humains. Voilà. Exactement. On monte des boîtes, on fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est tout. C'est clair. Parce que c'est vrai qu'en fait, on a tendance des fois à pouvoir perdre pied. Mais c'est tout, en fait. Vous faites que du chiffre d'affaires. Donc, soyez heureux déjà de ce que vous avez. Je vous souhaite d'en faire aussi autant. Mais au final, si t'es pas heureux de ce que tu as déjà, t'auras jamais plus. Exactement. Voilà. Voilà pour finir. Bon, désolé pour les les émotions. Bon, moi c'était 100% naturel. C'est vrai. Et écoutez, merci pour toutes ces questions. Purée, ça nous a quand même chamboulé. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Pour les questions auxquelles on n'avait pas répondu, on vous répondra. On a bien kiffé, c'était notre premier. On a bien kiffé. Et merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire, surtout, c'est hyper important pour nous parce que c'est les premières vidéos en commentaire. Voilà ce que vous aimeriez peut-être voir plus, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, etc. On vous a mis aussi juste en dessous de la vidéo le lien pour les formations, parce que je sais qu'on reçoit plein de messages de où est-ce qu'on s'inscrit pour nos formations. Donc vous avez le lien juste en dessous de la vidéo, voilà, pour rejoindre l'aventure DCTE School. Et puis on vous remercie, on vous dit à très vite. À très vite. Alors je vais faire le youtubeur, n'oubliez pas de vous abonner, surtout pour d'activer la cloche et de vous abonner pour pouvoir voir toutes nos vidéos. Voilà, en tout cas on va vous préparer un max de contenu, un max de valeur. Exactement, mais c'est vrai qu'on a effectivement besoin de vous dans les commentaires pour essayer de comprendre ce que vous avez en besoin. Exactement. Et de cette manière-là, on va pouvoir bien développer quelque chose de sympa pour vous. Ouais. Voilà, en Merci tout cas, ça beaucoup. m'a fait plaisir. Merci, à très vite, prenez soin de vous. À bientôt, ciao. Ciao.